Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, un peu hors série, puisqu'on va pas faire un tuto, mais ça va être l'occasion de présenter et de voir ensemble le nouveau process à la mode, Blur Exterminator, qui fait beaucoup parler dans la communauté astrophoto. Alors, c'est un process qui est payant à acheter pour PixInsight. Est-ce que ça vaut le coup ou pas de l'acheter? Est-ce que ça fonctionne bien? Eh ben, on va voir ça ensemble. Et c'est parti. Donc dans cette vidéo, on va parler du dernier process à la mode chez les astrophotographes. Si vous fréquentez un petit peu les forums, les groupes Facebook, vous n'avez pas pu passer normalement à côté. C'était l'événement de cette fin d'année, en tout cas d'après ceux qui l'ont testé. Je parle bien sûr du process BXT ou Blur Exterminator, qui est un process qui se présente comme étant très innovant, et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Alors, je vais vous présenter d'abord un tout petit peu le process lui-même. Alors, pour en dire quelques mots, il faut savoir que c'est un process qui a été développé et qui est commercialisé par un astrophotographe américain qui s'appelle Russell Croman, qui est bien connu des astrophotographes qui aiment le traitement, puisque outre ce process, il a déjà sorti plusieurs process qui sont utilisables dans Photoshop ou dans PixInsight, et notamment un process de Starless qui est très efficace, Star Exterminator. Donc il y a quelques comparatifs à dispo sur le site avec StarNet V2. Et puis un autre process qui est bien agréable aussi à utiliser, qui s'appelle Noise Exterminator, qui lui vise plutôt à gérer la réduction du bruit, qui est très efficace également. Donc les scripts qui ont déjà été développés par Russell Croman, moi personnellement j'aime bien les utiliser, ils donnent de bons résultats. Donc j'attends de voir vraiment avec impatience ce que donnait le logiciel Blur Exterminator, qui lui propose de corriger le flou de l'image, hein, blur, et ça d'une manière qui est assez innovante et qui mérite qu'on dise quelques mots dessus. Alors, en premier lieu, il faut peut-être préciser que ce process, il est disponible uniquement pour PixInsight. Les autres process, ils fonctionnent à la fois sous Photoshop et sous PixInsight, mais pour ce process-là, il va fonctionner uniquement sur PixInsight pour une raison qui est assez simple, c'est que c'est un process qui donne de meilleurs résultats sur une image linéaire. Et on va rentrer un petit peu dans le détail pour expliquer pourquoi. Pourquoi je vous parle de Blur Exterminator aujourd'hui? C'est pour une raison simple, c'est pas pour vanter ou pour critiquer, on verra les résultats des tests, les mérites du logiciel, c'est juste parce que, alternativement aux deux dernières vidéos qui ont été publiées sur les deux tutos sur la déconvolution et la réduction d'étoiles, je vais proposer une branche alternative dans le traitement qui consistera justement à utiliser BXT pour faire ces deux opérations en une seule fois. Donc ça va sembler important avant de publier le tuto, de vous présenter le process, de vous dire ce que j'en pense et de vous expliquer aussi les raisons pour lesquelles j'ai décidé, moi, de l'inclure dans le process de traitement quand ça s'y prête. Alors, en quoi consiste le process Blur Exterminator très précisément? D'après l'auteur, quand on consulte le site, le descriptif du process, on se rend compte que ce process a pour ambition d'améliorer considérablement la finesse et les détails sur l'image, à la fois sur les objets du fond de ciel et sur les étoiles. C'est un process qui est présenté comme ayant été développé sur la base d'une intelligence artificielle. Alors ça ne laisse pas forcément de bons souvenirs à tout le monde, je pense notamment à Topaz, on va en dire deux mots. Et donc ce logiciel propose d'améliorer considérablement les détails de l'image, à la fois l'aspect des étoiles, non seulement en réduisant leur taille, mais aussi en compensant certains défauts qui sont liés à l'optique, et notamment les erreurs de guidage minimes, des soucis liés à l'astigmatisme ou à la coma. Donc sur le papier, c'est extrêmement vendeur, et on a vraiment envie que ça marche, hein. Alors quand on parle d'intelligence artificielle et d'astrophoto, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est Topaz, pour le meilleur et surtout pour le pire, de mon point de vue, parce que c'est un logiciel qui a été beaucoup utilisé dans la communauté astrophoto pour des résultats souvent discutables. Topaz, alors, il y a plusieurs versions, hein, il y a du denoise, il y a du sharpen, etc. Mais c'est un logiciel qui se présente comme étant, voilà, ayant été développé sur une solution d'intelligence artificielle et qui va, quand on lui donne une image, il va aller chercher à l'améliorer, améliorer les détails, à la débruiter, etc.
Ça a donné des résultats parfois catastrophiques pour une raison simple, c'est que Topaz, c'est un logiciel généraliste qui a été entraîné, comme toutes les solutions d'intelligence artificielle. Alors il faudrait plutôt parler de machine learning ou de deep learning. Le logiciel est aussi efficace que l'apprentissage qu'il a reçu. Et en l'occurrence, Topaz, son apprentissage, il a été fait, comme c'est un logiciel généraliste qui s'adresse plutôt à des photographes diurnes, il a été fait essentiellement sur des photos de paysages, de visages, d'animaux, de bâtiments, etc. Donc, quand vous soumettez une image astronomique à Topaz, il va chercher à reconnaître des points de convergence ou des similitudes entre ce qu'on lui soumet et ce que lui a appris sur la base de sa base de connaissances généraliste. Alors ça peut donner des résultats parfois assez amusants, notamment on a vu à une époque pas mal de nébuleuses chevelues, entre guillemets, puisque Topaz, dans certaines structures, pensait reconnaître un visage, donc cherchait à affiner pour que ça ressemble à un œil, ou essayait d'affiner pour que ça prenne l'apparence plutôt de cheveux. Donc on avait beaucoup de nébuleuses chevelues à un moment, et ça avait vraiment cet aspect-là. Et malheureusement, c'est un logiciel qui a été utilisé un petit peu à outrance par certains, qui ont pensé, peut-être, alors parfois naïvement, parfois avec quand même pas mal de mauvaise foi, que les images qu'ils obtenaient, qui étaient avec des détails d'une finesse incroyable, correspondaient vraiment à des vrais détails. Alors bon, bah c'est très dommage, hein, parce qu'on peut se bercer d'illusions et être convaincu qu'on peut faire aussi bien que Hubble avec un télescope de 250 mm installé au niveau de la mer dans le désert australien. Et les lois de l'optique, c'est les lois de l'optique, quoi. On peut pas lutter contre, quoi. Donc voilà, donc depuis, alors c'est un petit peu retombé depuis, mais depuis 2 ou 3 ans que Topaz est apparu, on va dire qu'un logiciel ou un process qui arrive en disant: «Je me base sur de l'intelligence artificielle pour aller, retrouver des détails sur une image», ça provoque une certaine suspicion chez certains astrophotographes, après à voir si ça se justifie ou pas. Alors il y a 2 différences majeures entre Topaz et Blur Exterminator qui font que les craintes et les défauts qu'on a constatés avec Topaz ne sont pas vraiment justifiés pour Blur Exterminator. La première, c'est que contrairement à Topaz, Blur Exterminator, lui, il a été entraîné sur une base d'images assez volumineuse. On n'a pas les chiffres en détail, mais en tout cas, il a été entraîné sur une base d'images vraiment d'astrophoto uniquement. Astrophoto du ciel profond, fait par des amateurs, par des télescopes de grand diamètre, de petit diamètre, sur des photos des télescopes spatiaux, de Hubble, de James Webb, etc. Donc ça, c'est une grosse différence, parce qu'on peut se dire déjà que Topaz, lui, qui avait tendance à essayer de reconnaître des cheveux sur une nébuleuse ou un œil sur un mur, hein, pour ceux qui l'ont pouvez chercher, on va pas avoir ce type de problème-là avec Blur Exterminator. Mais la question pourrait demeurer la même, à savoir, certes, c'est pas la même base, c'est une base qui est plus adéquate pour l'astrophoto, qui est plus en rapport avec l'astrophoto, mais pour autant, est-ce que les détails qui vont me sortir seront pas totalement inadaptés à mon image? Est-ce que ça va pas inventer des détails comme Topaz le faisait? Et c'est là qu'intervient la deuxième différence qui est vraiment essentielle et qui fait que pour moi on peut pas, en réalité pas du tout comparer Topaz avec Blur Exterminator, c'est que Topaz c'est un logiciel généraliste, on ne sait pas exactement sur quels algorithmes il travaillait ni comment il avait été mis au point. En revanche, ce qu'on sait pour Blur Exterminator, c'est que c'est fait sur une base sérieuse parce que c'est un mécanisme, et ça se fonde sur le mécanisme à la base de déconvolution. Alors la déconvolution, j'en ai parlé dans une autre vidéo, dont je mettrai le lien ici. J'en ai dit, j'ai fait une petite introduction dessus pour présenter un peu ce que c'était que la déconvolution, donc je vais pas le refaire ici. Si vous voulez plus de détails sur la déconvolution, je vous invite à aller voir la vidéo en question. Cela dit, juste pour rappeler le principe très rapidement, dire que l'image qui nous arrive, alors qu'une étoile ça devrait être un point, l'image qui nous arrive sur le télescope et qui sort sur le capteur, c'est jamais un point, c'est toujours une petite tache. Et cette tache, elle dépend de plein de choses, elle dépend du signe, elle dépend de la qualité optique du télescope, elle dépend de la perfection de la collimation, et puis ensuite, cette tache, elle dépend aussi des caractéristiques propres de l'instrument et des aberrations optiques. Et le process de déconvolution, en quoi ça consiste? Ça consiste à analyser c'est la forme d'une étoile qu'on va modéliser, une étoile type de l'image qu'on va modéliser. Alors là encore, vous aurez plus d'infos dans la vidéo consacrée à la déconvolution. Et en modélisant cette tâche, eh ben, le logiciel va être capable de retrouver comment revenir à une forme plus nette d'étoile, à ce qui devrait être la forme théorique d'une étoile sur l'instrument. Et donc, c'est censé, au passage, améliorer la qualité des détails, la forme des étoiles, etc. Ça, et pour plus de détails, encore une fois, je vous renvoie à la vidéo où on rentre vraiment, on parle plus de tous ces aspects-là.
Donc la déconvolution, c'est un mécanisme qui est bien connu en astrophoto, en astronomie, ça se base sur des algorithmes et des techniques qui ont été développées déjà il y a longtemps, les transformés de Fourier, et cetera, c'est au XVIIIe, au XIXe siècle, je crois. Donc c'est pas des choses nouvelles, c'est des choses qui sont extrêmement utilisées, dans le milieu, de l'astronomie, que ça soit au niveau amateur ou au niveau professionnel. Donc ça part sur une base, on va dire, qui est sérieuse. Ce que propose de faire Blur Exterminator, en réalité, ça s'apparente une espèce de super déconvolution, une déconvolution améliorée. Sur un process de déconvolution, standard, vous modélisez une PSF, une étoile type, et c'est à partir de cette base qu'on va essayer de corriger l'ensemble de l'image. Le problème, c'est que, ben, vous le savez, hein, si sur votre instrument vous avez déjà constaté que les étoiles sont un peu plus finnocentres que sur les bords, voire beaucoup plus finnocentres que sur les bords, et ben, c'est que la tâche la forme que prend une étoile sur votre image, elle n'est pas la même à tous les endroits de l'image, et notamment dans les coins. Plus vous vous éloignez de l'axe optique, plus l'étoile est déformée. Donc quand on modélise une PSF type, on va essayer de prendre quelque chose qui est correct au centre, principalement, mais du coup ça va pas corriger efficacement les étoiles qui sont en bord de champ, parce que juste le modèle de PSF n'est pas le même. En réalité, il faudrait pouvoir quasiment modéliser une PSF pour chaque étoile et puis appliquer la correction équivalente. Et ça ne se fait pas. C'est pour ça que dans le tuto sur la déconvolution, je vous disais, moi en tout cas c'est ma manière d'aborder cette étape-là du traitement, en tout cas, c'est d'effectuer la déconvolution pour améliorer les détails dans les objets, dans les galaxies, les nébuleuses, mais pas l'aspect des étoiles elles-mêmes, parce que vous ne pourrez pas obtenir une correction efficace à tous les endroits de l'image, et sur les bords notamment, ça s'y prêtera pas du tout. Blur Exterminator, lui, il fonctionne différemment, c'est-à-dire qu'il fonctionne bien de manière générale sur un principe de déconvolution. Par contre, il va modéliser lui-même des PSF différentes dans différentes zones de l'image, et d'effectuer l'opération de déconvolution sur des zones de l'image plutôt que sur l'image dans son ensemble. Et grâce à ça, ce qui est vraiment la promesse, c'est de pouvoir améliorer les détails dans toutes les zones de l'image et aussi d'améliorer la forme des étoiles. Si dans les bords de l'écran, dans les bords de l'image, vous avez des défauts du type qui sont dus à de la coma ou à de l'astigmatisme, et ben ça sera modélisé aussi par Blur Exterminator. Donc ça va permettre de corriger en quelque sorte ces défauts-là. De la même manière, si vous avez des petits défauts de suivi et que les étoiles sont un petit peu allongées, ça va aussi permettre dans une certaine mesure de corriger ça. Donc voilà, ça permet de vraiment de gommer beaucoup de défauts principaux, et à moins d'avoir un suivi vraiment exécrable et des défauts optiques, de ne pas s'intéresser à la correction des défauts optiques de son instrument, c'est-à-dire tant que vous restez avec des petits défauts, des défauts qui sont quand même dans des marges d'erreur acceptables, et ben ça peut effectuer une correction sur la totalité de l'image. Donc présenté comme ça semble absolument génial. Alors, seul petit défaut de Blur Exterminator, enfin défaut si on peut appeler ça comme ça, c'est qu'il est payant, et il est même plus cher que les autres process qui sont proposés par Russell Croman, puisque la plupart de ces process tournent autour de 40-50 euros. Et le process Blur Exterminator, quant à lui, il est proposé au prix de 100 $. Alors un petit peu moins cher si vous avez déjà acheté des process auparavant chez Russell, il vous fait une petite réduction de 10 $, à 90 $, mais ça reste un investissement qui n'est pas anodin, et qui sera pas anodin pour certains, et sans doute que ça détournera certains de ce process, parce qu'il y a certains utilisateurs qui sont pas prêts à payer 100 $ juste pour ajouter un process à leur workflow de traitement. Et c'est tout à fait compréhensible. Nous, dans cette vidéo, on va tester le process et on va se demander si ça vaut le coup de payer ce prix ou pas. Alors, on va commencer par présenter le process, et pour ça, on va passer directement sous PixInsight. Donc, le process, une fois que vous l'avez installé, il y a une petite procédure d'installation à faire qui n'est pas compliquée, et d'enregistrement. Une chose qu'il y a à dire aussi, c'est que comme tous les process de Russell, vous pouvez les tester gratuitement pendant 30 jours. Pour vous faire une idée, les appliquer à vos images, voir si ça vous plaît, voir si ça permet vraiment d'améliorer votre traitement ou le résultat que vous obtenez sur certaines images. Donc on le retrouve directement dans la liste des process sous son petit nom, Blur Exterminator. Un process, on peut dire en premier aspect en tout cas, qui est assez sommaire d'apparence pour toutes les fonctionnalités qu'il propose. Parce qu'on a vu, hein, il y a du raffinement qui est proposé à plusieurs niveaux. Et pour autant, les options qui sont proposées ne sont pas nombreuses. Donc, voilà, on va dire qu'on a peu de marge de manœuvre sur quelques éléments qui vont être appliqués.
Contrairement, on l'a vu, hein, là je vous renvoie encore une fois à la déconvolution. Quand on a voulu appliquer la déconvolution, il fallait régler la taille des étoiles, les masques, il fallait déterminer sur quels layers on travaillait, sur quelle couche quel niveau de structure de l'image on voulait travailler, avec quelle puissance, combien d'itérations, etc. Tout ça, on s'en préoccupe pas avec Blur Exterminator. C'est Blur Exterminator qui va gérer tout ça et qui va s'adapter à chacune des images. Et au final, on a des paramètres qui sont assez réduits et qu'on va expliquer un petit peu là ensuite. La première chose qu'il faut dire, c'est à quel moment il faut utiliser Blur Exterminator. Alors, Russell Croman lui-même sur son site indique que le process donne les meilleurs résultats sur les images linéaires. C'est pas un process d'amélioration des détails qui vient s'appliquer en toute fin de l'image et qui va faire par miracle des améliorations sur les détails de vos images quasiment finalisées. Non, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut l'appliquer au même moment qu'on effectuerait normalement le process de déconvolution. Et comme on l'a dit sur la vidéo consacrée à la déconvolution c'est vraiment la première chose qu'on met en œuvre dans le process de l'image linéaire. Alors, moyennant les petits ajustements, genre les crops, le retrait des gradients, etc. Mais il faut surtout pas avoir touché au bruit. Il ne faut pas avoir fait de réduction de bruit parce que le logiciel lui aussi va se servir de ce bruit pour apprécier certains paramètres sur l'image. Il ne faut pas avoir fait la calibration des couleurs, parce que si vous faites la calibration des couleurs, vous allez tirer plus ou moins, même de manière minime en linéaire, sur les niveaux dans les différentes couleurs, et donc ça va potentiellement fausser le résultat, et il faut évidemment pas le faire avant la montée d'histogramme elle-même. Alors, quelles options nous sont proposées là sur le process? Déjà, vous avez la première chose, là, vous avez la possibilité de sélectionner la version de l'intelligence artificielle. En réalité, comme le précise Russell Croman sur son site, ça serait plus adapté de parler de machine learning que de vraiment d'intelligence artificielle. Là, c'est une chose aussi qui est à dire et que j'ai pas dit en introduction, c'est que certes, le process a été entraîné sur une grande quantité d'images, mais pour autant, ce que vous téléchargez, ça prend pas énormément de place sur votre disque dur. Ça charge pas une base de données d'images, ou par exemple, s'il y a une image de référence de M51, et puis si vous lui mettez une image de M51, il va reconnaître que c'est cette galaxie-là, et il va aller piocher dans sa base une base de détails à rajouter sur l'image. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Encore une fois, c'est vraiment de la déconvolution, c'est-à-dire que ça va pas piocher des détails dans des images, dans des meilleures images faites avec des meilleurs setups ou des setups professionnels pour venir compléter votre image. Ça utilise vraiment les données de votre image, avec un petit complément qui est dû au fait qu'il a été entraîné sur beaucoup d'images astro et qu'il a entraîné à reconnaître des détails dans certaines structures, notamment les nébuleuses, les galaxies, les amas, voilà, les étoiles, etc. Donc, il y a des versions successives de l'AI, en quelque sorte, qui seront proposées, comme sur les autres scripts, hein, que ce soit Star Exterminator ou Noise Exterminator, il y a des versions successives qui sortent. Alors, je vous précise que normalement, quand vous avez acheté le process, vous bénéficiez de toutes les mises à jour à venir sur les nouvelles versions. Vous n'avez pas besoin de le racheter à chaque fois, donc voilà, ça permet de relativiser un petit peu le prix qui est un petit peu élevé, et puis c'est une licence qui est sans limite de durée. Donc voilà, donc vous l'avez une fois pour toutes. Donc voilà, au fur et à mesure des mises à jour, dans la mise à jour de PixInsight, ça viendra vous proposer de télécharger les nouvelles mises à jour. Russell Croman a déjà annoncé qu'il y aurait il y a une V2 qui est en préparation et qui permettra d'aller plus loin sur certains types de corrections et de corriger certains petits défauts de la V1. Voilà, et comme moi je l'ai constaté sur Star Exterminator et sur Noise Exterminator, au fur et à mesure des versions, voilà, les défauts ont tendance à s'amenuiser, les qualités augmentent, le résultat est globalement meilleur. Donc on peut au moins lui faire confiance là-dessus, parce qu'il est assez rigoureux dans ses mises à jour, et certaines arrivent de manière très régulière. Mais voilà, on va déjà voir ce que vaut cette V1. Donc là, c'est pour sélectionner la version que vous voulez. Ensuite, vous avez les ajustements que vous pouvez faire sur les étoiles. Donc là, il y a deux options qui vous sont proposées. D'abord, pour les étoiles elles-mêmes, vous avez la possibilité de réduire les étoiles, de les affiner, donc Sharpen Stars, sur une plage qui va de 0. Là, vous touchez pas du tout aux étoiles, vous les laissez à votre taille normale, jusqu'à 0.5, ce qui correspond à réduire l'étoile de moitié en taille. C'est-à-dire si vous avez une étoile qui fait 6 pixels, et ben si vous mettez à 0.50, elle en fera plus que 3 sur votre image corrigée. Donc la valeur de départ, c'est 0.25, ça vous propose de réduire les étoiles, la taille des étoiles d'un quart. Alors, on va voir ce que ça vaut. Et vous avez aussi la possibilité, l'option qui vous est donnée, d'ajuster les halos des étoiles.
Alors, ça, on peut l'utiliser de 2 manières différentes. La première, celle qui tombe, un petit peu sous le remettre les valeurs par défaut, voilà, qui sont 0. Par défaut, c'est à 0. Donc ça ne touchera pas au halo de vos étoiles. La première fonctionnalité qui vient à l'esprit immédiatement, c'est de diminuer cette valeur pour chercher à réduire la taille des halos des étoiles. C'est assez rare qu'on cherche à augmenter la taille des halos sur une image astro. Mais comme on le voit sur la valeur de départ, voilà, c'est à 0, vous avez aussi la possibilité d'aller augmenter les halos. Alors pourquoi est-ce que ce process vous donne la possibilité d'augmenter les halos? En fait, c'est pour une raison assez simple, c'est que plus vous allez réduire les étoiles, donc plus vous allez tirer sur ce curseur ici, plus vous allez réduire vraiment le cœur de l'étoile, et généralement le cœur de l'étoile, c'est la partie la moins colorée, parce que c'est la plus saturée en luminosité. Donc c'est là où il y a le moins d'infos sur la couleur qui est présente. Donc en réduisant beaucoup l'étoile, vous allez aussi perdre en couleur. Et il y a un moyen de corriger ça, c'est justement d'augmenter un petit peu le halo pour permettre que l'information de couleur qui est présente sur les contours de l'étoile, et ben voilà, elle soit justement plus diffusée. Donc au final, ça va permettre, par exemple, j'ai pas fait là des réglages très pertinents, hein, forcément, mais là, par exemple, en diminuant fortement la taille de l'étoile, mais en augmentant un petit peu la taille du halo, et ben vous allez globalement réduire la taille de l'étoile tout en conservant une bonne information sur les couleurs, et donc conserver des étoiles colorées sur votre image finale. Donc vous aurez des étoiles un peu plus petites et qui seront toujours aussi colorées. Voilà. D'où l'intérêt de pouvoir ajuster comme ça ces halos de manière positive. Et évidemment, si vous avez pas ce problème-là, bah, vous pouvez à la fois réduire la taille des étoiles et demander à réduire la taille des halos. Ça va encore plus réduire, si vous avez des halos sur vos étoiles, l'aspect final de l'étoile. Donc voilà, donc 2 paramètres déjà qui sont intéressants en ce qui concerne les étoiles. Et ensuite, vous avez des options que vous pouvez régler en ce qui concerne les objets non stellaires, donc les galaxies et les nébuleuses. Par défaut, ça vous propose Automatic PSF. C'est le process lui-même qui va aller prendre les étoiles dont il a besoin dans les zones pertinentes de l'image. Donc là, sur plusieurs zones de l'image, et pas, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, il ne va pas générer une PSF moyenne pour l'image, il va aller faire des PSF par zone. Il va faire ça tout seul, et ensuite il va appliquer une correction qui ressemblerait à ce qu'on ferait en déconvolution, par exemple, ça s'émirait à la force du traitement qu'on applique ou au nombre d'itérations. Tout ça ici c'est réduit en un seul paramètre, qui est celui-là, Sharpen Non-Stellar, que vous pouvez mettre donc de 0, pas d'amélioration des détails, à 1, qui est la force maximale du process, à voir quelles sont les valeurs un petit peu limites. Ça va dépendre aussi de chaque type d'image, ça dépend vraiment aussi peut-être du rapport signal sur bruit. Si y a un bon rapport signal sur bruit, on peut se permettre de pousser un petit peu plus, sinon il faudra descendre. C'est un petit peu comme sur tous les autres process où on va chercher du détail, hein. Si on est sur des zones qui sont déjà à la base un peu bruitées, où il n'y a pas beaucoup de signal, on va pas pouvoir tirer hyper fort. Donc voilà, vous pouvez régler tout à fait ce paramètre-là, et vous pouvez donc le laisser à 0. Ce qui signifie une chose, c'est que vous pouvez totalement utiliser ce process pour ne corriger que les étoiles, sans toucher aux détails dans le fond de ciel. Si vous voulez, hein. En tout cas, voilà, c'est une possibilité qui existe. Éventuellement, pour faire une deuxième passe, imagine sur une image où vous auriez déjà corrigé les objets non stellaires, à voir, j'imagine qu'il y a beaucoup de possibilités d'utilisation différentes en fonction des images. On peut aussi imaginer que pour une raison ou pour une autre, vous voudriez traiter les deux aspects vraiment séparément, et donc ne pas du tout corriger les étoiles et corriger fortement les objets non stellaires, les détails dans les galaxies ou les nébuleuses, et puis dans une deuxième passe, corriger les étoiles, mais sans retoucher au rehaussement de détails. Voilà. En tout cas, ça laisse des possibilités de traitement, et ça permet à chacun vraiment de l'utiliser un petit peu comme il a envie, en une passe, en deux passes. Donc pourquoi pas, c'est intéressant. Et vous avez aussi la possibilité de décocher Automatic PSF et là d'aller régler vous-même le diamètre en pixels de votre PSF. Alors, pourquoi ça? La première, c'est qu'on peut toujours considérer que le logiciel ne va pas savoir apprécier réellement bien les images. Ça peut être le cas par exemple pour certaines images Drizzle, où les étoiles ont un aspect parfois qui est un petit peu moins finement modélisé, où le bruit est un petit peu plus présent, et on sait qu'il y a des process sur lesquels le fait d'avoir traité l'image en Drizzle, ça pose certains problèmes. Ça peut poser des problèmes par exemple avec le Star Mask, qui parfois a du mal à reconnaître certaines étoiles. Ça peut poser des problèmes avec les logiciels d'astrométrie, qui parfois, pareil, vont avoir du mal, où il va falloir venir régler les critères d'identification des étoiles pour avoir un peu plus de tolérance. Voilà, par exemple, sur les images Drizzle, ou sur des images sur lesquelles les étoiles, pour une raison ou pour une autre, seraient un petit peu altérées, et où
il pourrait pas faire la PSF lui-même, vous pouvez venir lui donner une valeur de PSF précise qui correspond à votre image. Donc il faudra le mesurer sur votre image au préalable. Une petite limitation, si vous avez suivi le tuto sur la déconvolution, c'est que là, il n'y a pas moyen de se dire que si pour une raison ou pour une autre, on peut pas utiliser la PSF que lui va générer automatiquement et qu'on doit en importer une, il n'y a pas la possibilité d'importer à proprement parler une PSF qu'on aurait générée au préalable sur l'image, par exemple avec PSF image, avec le script PSF image. Il va falloir venir préciser la valeur de la PSF en taille de pixels. Bon, pourquoi pas? Ça, on aurait pu. Peut-être que c'était trop compliqué à faire, mais une bonne alternative, ça aurait été de permettre d'importer soi-même sa PSF et puis quitte à ce que lui recalcule derrière les infos dont il a besoin sur cette PSF pour faire son travail derrière. Bon, c'est pas possible, en tout cas sur cette version. On verra si c'est proposé par la suite. Ça a un autre avantage, c'est que parfois vous ne disposez pas de suffisamment d'étoiles dans le champ pour permettre au process de générer une PSF. Par exemple, si je prends un exemple, si vous faites une image en très très gros plan de la nébuleuse du crabe, de M1, c'est possible que vous n'ayez pas d'étoiles dans le champ autour. Ou qu'il y ait une ou deux étoiles qui se baladent, mais vous n'aurez pas assez d'étoiles pour générer une PSF précise, et surtout vous n'aurez pas une répartition d'étoiles qui sera suffisamment nombreuse et suffisamment homogène pour que lui puisse générer ses PSF par zone. Donc là, il faudra bien qu'il génère une PSF sur quelque chose, et comme il n'y aura pas assez d'étoiles de référence, ça sera compliqué. Donc même chose, par exemple, on pourrait imaginer qu'on pourrait utiliser ce process en planétaire. Alors moi je préviens d'ores et déjà que je ne l'ai essayé que pour le ciel profond. Les quelques essais que j'ai essayé de faire en planétaire, ça n'a rien donné de bon. Donc je vais pas pousser plus loin la recherche, mais on peut imaginer que par exemple sur une image de la Lune ou sur une image de Jupiter où il n'y a pas de satellite, ou même s'il y a un satellite dans le champ, ça va pas suffire pour qu'il génère une PSF, donc on va pouvoir venir lui préciser, en sachant que là les paramètres de réglage, la finesse se fait au centième de pixel et que les modifications, les résultats sont très différents, c'est très sensible à la valeur que vous indiquez là. Donc attention, si vous avez besoin de recourir à cette fonctionnalité, il faut vraiment être précis sur votre taille de PSF pour que ça donne de bons résultats. Voilà, et enfin vous avez trois options qui vous sont proposées en bas. Donc Correct Only, Correct First et Non-Stellar, Zenstellar. Alors à quoi ça correspond? Correct Only, ça va juste venir corriger la forme de vos étoiles. On disait tout à l'heure, ça va modéliser des PSF différentes et les appliquer par zone, et bien là c'est exactement ce que ça va faire, et ça va uniquement appliquer cette correction-là, sans réduire les étoiles et sans toucher aux détails de votre image. Ça peut être une fonctionnalité qui est très intéressante si vous avez une bonne image par ailleurs, que vous voulez pas réduire les étoiles, ou vous voulez pas rehausser les détails, mais que vous avez des étoiles déformées sur les bords. Vous pouvez essayer cette option-là qui vous permet juste d'apporter la correction sans les autres ajustements que vous avez fait au-dessus. La deuxième, c'est Correct First. Alors là, ça rallonge un petit peu le process, mais c'est assez efficace. Moi, pour l'avoir testé, en réalité, c'est le mode que je mets un petit peu par défaut sur les traitements, là, maintenant, quand je les fais. Alors, je l'ai pas en main depuis longtemps, donc peut-être que mon avis changera sur la question, mais je trouve que c'est le mode qui fonctionne le mieux. En réalité, ça revient à faire un Correct Only et à réappliquer le process en décochant. Mais ça rallonge un petit peu le process, mais c'est plus court que de faire les deux opérations séparées. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va d'abord commencer par apporter une correction d'image, et qu'ensuite ça va se servir de l'image qui a été corrigée pour régénérer une PSF, donc du coup qui sera plus fine, où il n'y aura pas les défauts qui sont liés au suivi, à la coma, etc. Et ça va permettre d'appliquer normalement une meilleure correction dans une deuxième passe sur l'image pour le rehaussement des détails et pour l'amélioration des étoiles. Typiquement, il y a certaines étoiles qui peuvent être écartées du process de réduction si, pour une raison ou pour une autre, le process ne reconnaît pas ces objets-là comme des étoiles. Imaginons qu'elles soient trop déformées, que le halo soit trop grand, qu'en plus il y ait un petit défaut de suivi, le process va peut-être écarter ces objets-là en se disant que c'est pas des étoiles, que c'est des objets non stellaires, et il va pas leur appliquer de correction. En appliquant une correction en premier, ça permet de rendre un aspect globalement plus homogène aux étoiles, et donc de mieux faire le tri entre les étoiles et le reste. Donc ça permet, dans un deuxième temps, d'apporter bien les bonnes corrections à ce qui est identifié comme des étoiles, et les bonnes corrections à ce qui est non stellaire. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est pas mal, on le verra par la suite. Et enfin, vous avez l'option non-stellar, Zenstellar. Donc d'abord appliquer le process aux objets non stellaires, et ensuite appliquer les corrections aux étoiles. Ça a un intérêt, on va dire, dans certains cas particuliers, a priori,
Moi, je l'ai testé, ça peut présenter un intérêt pour certaines galaxies où vous avez, vous savez, des toutes petites étoiles où on ne sait pas vraiment si c'est des étoiles, qui sont en avant-plan ou si c'est des étoiles qui sont dans la galaxie. Parce qu'elles sont un petit peu, voilà, elles sont un petit peu éteintes, sont un petit peu soit un petit peu floues, soit pas bien vraiment résolues. Donc si vous faites, d'abord le traitement des étoiles, ces étoiles-là, elles vont être écartées du process. Le process va considérer que c'est des objets non stellaires et va les traiter dans un deuxième temps avec, la déconvolution. Donc là, si vous cochez cette option, il va d'abord venir faire une modélisation des objets non stellaires, identifier ce qu'il y a dedans et éventuellement faire ressortir certaines structures qui n'étaient pas identifiables comme des étoiles. Et comme dans un deuxième temps, il va appliquer le process de correction pour les étoiles, et bien ces étoiles-là, elles seront aussi prises en compte, ce qui va permettre d'affiner certains petits amas ou petites chapelets d'étoiles qui parfois sont visibles dans des galaxies et qui ne sont pas des étoiles de notre Voie lactée, mais qui sont vraiment des étoiles des galaxies en question. Alors, évidemment, ça dépend de votre setup. Hein. Si vous êtes avec un 1 mètre au Chili, vous aurez peut-être plus l'occasion de vous en servir. Si vous êtes avec un télescope moyen d'amateur en France, le nombre de galaxies sur lequel ça peut être pertinent, c'est assez réduit. Hein. C'est les galaxies les plus brillantes, les plus visibles, M33, M51, sur M83 par exemple, dans l'hémisphère sud, ça peut aussi donner, pourquoi pas, de bons résultats. Donc voilà, à tester, mais en tout cas, cette fonctionnalité a le mérite d'exister et ça peut permettre d'améliorer certaines images. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y a besoin d'appliquer ce process en protégeant l'image avec un masque pour l'appliquer de manière localisée ou pas? Alors pour l'instant, on a juste ouvert la fenêtre du process, on n'a pas essayé de l'appliquer à une image. Alors, on va ouvrir une image et puis on va voir ce que ça donne. Alors je précise que là, pour cette vidéo, je m'y suis pris à l'avance et j'ai appliqué les process déjà sur certaines images pour pouvoir les ressortir rapidement pour cette présentation parce que sinon le process peut être un petit peu long. Ça dépend après de la performance de votre machine, de votre PC. Mais ça peut être un petit peu long, on va dire qu'à chaque fois ça peut prendre 30 secondes, si vous avez une machine rapide ou quelques dizaines de secondes, à plusieurs minutes si vous avez une machine plus lente. Donc voilà, pour optimiser la fluidité là, de la présentation, j'ai déjà appliqué les process en amont. Sachez aussi que si vous utilisez une carte graphique Nvidia, vous pouvez bénéficier aussi pour ce process des améliorations qui sont proposées, par exemple pour les process de Starless, où vous pouvez mettre à contribution la carte graphique de votre machine pour améliorer considérablement le temps de calcul. Alors, c'est des traitements là en l'occurrence qui sont beaucoup moins longs que par exemple Star Exterminator V11, qui lui a des temps de traitement assez longs. Donc c'est pas très gênant si vous n'avez pas la possibilité de recourir à cette accélération avec la carte graphique. Mais bon, si vous pouvez, si vous en bénéficiez, tant mieux pour vous, ça sera un peu meilleur. Moi, je ne l'ai pas là sur ma machine, par exemple. Donc on va comparer. Je vais pousser un petit peu ça. Et donc là, on a à gauche l'image de départ et là à droite l'image qui a été corrigée avec leur exterminator. Alors déjà, on va essayer de répondre à la première question qui est est-ce qu'il faut appliquer ce process en protégeant l'image avec un masque? Et pour ça, ce qui est assez révélateur, hein, c'est d'aller tout de suite prendre une zone de fond de ciel. Alors, on la met à 200%. On va voir si ce process que j'ai appliqué donc avec des paramètres assez agressifs, hein, puisque bon, pour les Sharpen Star et les Halo, on va dire que il n'y a pas de raison que ça abîme le fond de ciel. En revanche, pour l'augmentation des détails, c'est à 0,90. Donc je l'ai poussé un petit peu fort pour faire un essai. Et typiquement, si vous poussez trop fort, par exemple, un process de déconvolution sans protéger l'image, ça va vous faire quelque chose d'horrible dans le fond de ciel. En tout cas, là, si on fait une comparaison rapide, on voit que le fond de ciel n'a pas du tout, il n'y a aucune différence sur le fond de ciel. Donc ça, c'est très bien, parce que ça veut dire que vous pouvez appliquer ce process sans faire de masque. Vous n'aurez pas la création d'artefacts dans le fond de ciel. Ça, c'est super important. Ça envoie un premier point, on va dire, très positif, parce que ça aurait pu être développé de manière à être utilisé vraiment avec des masques. Dire, voilà, moi, je vais appliquer quelque chose d'ensemble à l'image, mais je ne vais pas me soucier de là où est appliqué le process. Et ben, ça, c'est un premier bon point pour le process, c'est que Russell Croman, du coup, quand il a développé ça, il a bien pensé à cet aspect-là, il en a tenu compte, et surtout, il a fait en sorte de mettre au point quelque chose d'efficace pour pouvoir appliquer le traitement sur des zones pertinentes. Là, dans le fond de ciel n'est absolument pas modifié par l'application de ce process avec des paramètres assez forts. Donc voilà.
Après, vous êtes toujours libre de l'utiliser avec des masques. Et les masques, ils fonctionneront de la même manière que pour les autres images. Si vous faites des masques progressifs avec des zones plus où le process s'applique plus fort et d'autres qui s'appliquent moins, bah ça s'appliquera de la même manière avec ce process. Vous pouvez tout à fait l'utiliser avec des masques, si pour une raison ou pour une autre, par exemple, bah, vous estimez que la correction est globalement bonne, mais qu'elle pourrait être un peu plus appuyée dans certains coins, mais un peu plus diminuée dans d'autres, vous pouvez le faire. Après, il faudra faire des masques bien adaptés parce que le process est assez subtil dans la reconnaissance des étoiles et dans les niveaux que lui, il identifie sur le fond de ciel. Donc, il applique déjà a priori le process de manière pertinente, on va dire, sur les différentes zones de l'image. Donc, il faudra que vous pouvez faire un masque, mais il faudra que ça soit vraiment avec un objectif en tête précis et que le masque soit bien fait pour vraiment permettre d'améliorer les choses. Et là, si je passe sur la nébuleuse, on voit aussi qu'il n'y a pas de, il y a pas eu de modification en termes de signal, quoi. Donc c'est très très bon. Donc on va quand même regarder ce que ça donne ce process là rapidement sur cette image, sur cet exemple. Donc l'image initiale, elle est à gauche, l'image corrigée, sur laquelle en tout cas on a appliqué le process, elle est à droite. Déjà, on voit, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est que entre ces deux versions, on a vraiment l'impression, on voit qu'il y a une réduction d'étoiles d'appliquer à l'image. Les étoiles, elles sont plus fines, elles sont moins présentes sur l'image de droite, même en regardant l'image là en petit format. Et maintenant, on va venir regarder s'il y a si les étoiles, alors est-ce qu'il y avait des étoiles déformées? Alors là, j'ai pris une image où malheureusement sur ma caméra, il n'y a pas d'étoiles très déformées, mais on voit quand même qu'elles sont pas exactement la même tête par exemple dans le coin inférieur gauche et dans le coin inférieur droit. Là, on va venir regarder ce que ça donne. Là, je vais superposer les images. Donc ça, c'est ma version de départ. Et ça, c'est ma version corrigée. En termes de réduction d'étoiles, c'est plutôt très bon. Plutôt très bon. Donc j'étais sur une valeur de 0,25. Et pas, qui est modérée, hein, c'est la valeur de départ de base par défaut du process. Ça applique vraiment une bonne correction et on voit que ça applique une correction qui est un petit peu différente selon que le process travaille sur les grosses étoiles ou sur les petites étoiles. Ça corrige un peu plus les grosses étoiles que les petites, et les plus petites de l'image, ça atténue juste leur luminosité, mais ça réduit pas réellement leur taille. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça évite d'avoir des toutes petites étoiles qui finissent par être totalement déformées, à ressembler à des points et qui créent des artefacts ensuite sur l'image. La correction, globalement, elle est bonne. Il n'y a pas de halo sombre ou de disque sombre autour des étoiles. Alors ça, après, il va falloir, pour apprécier la qualité là justement de la réduction, il va falloir le regarder dans plusieurs zones de l'image et notamment sur les nébuleuses. On peut imaginer que dans le fond de ciel, les étoiles n'aient pas été altérées, en tout cas qu'il n'y ait pas des artefacts qui se créent, mais que dans d'autres zones de l'image, là où il y a plus de luminosité, ben, ça soit problématique. Il n'y a pas non plus de création d'artefacts là de halo autour des étoiles. Donc tant dans le fond de ciel que dans les zones brillantes de la galaxie, les étoiles elles sont bien réduites, elles sont bien en tout cas, la taille des étoiles est bien réduite. Au niveau de la correction, sur cette image-là, il n'y a pas réellement de grosses déformations des images dans les coins, mais on comparera plus tard avec d'autres images sur ce plan. On peut regarder aussi l'amélioration des détails. Donc là, on va zoomer, on va se mettre à 200% sur la zone des piliers dans le cœur de M16. C'est réellement qualitatif. Là, pour le coup, il y a un résultat qui est assez net sur plusieurs composantes de l'image. Ça a affiné les structures au sein des piliers, ça a affiné les petits globules qu'on peut avoir ici, les petites nébulosités sombres qui traînent dans la galaxie. On voit bien le résultat. Alors, on constate qu'on commence à avoir certains petits halos, ici, par exemple, qui sont créés. Sur ma version de départ, mon étoile a été bien ronde, et sur ma version corrigée, j'ai une étoile qui est bien diminuée en taille, mais dans cette zone-là, on voit qu'il y a un petit halo un petit peu plus lumineux qui a été créé. Donc typiquement sur cette image, on pourrait imaginer que soit il faut réduire un petit peu l'agressivité de la réduction d'étoiles, soit qu'il faut augmenter un petit peu le halo. Voilà, il y a deux options, il y a plusieurs manières de faire, je pense. Mais le paramètre n'est pas forcément le plus optimal, on va dire, sur cette image. Après, là, c'est parce que je la regarde à 200%. Si je me remets à 100%, c'est un défaut qui est invisible, hein. Donc, si je reste à 100% pour apprécier là, le gain apporté,
je vois que ça se manifeste absolument partout sur l'image, hein. C'est assez net là, on a une image qui est bonne de base, hein. On voit que le suivi a été, bon. Les étoiles, elles sont globalement rondes, il n'y a pas de grosses déformations. L'autoguidage, il a été bien fait. Donc on est sur un niveau de détail, on va dire, qualitatif, qu'on peut aussi optimiser avec de la déconvolution et autres derrière, mais on est sur quelque chose quand même de base qui est qualitatif. On voit que ça a quand même amélioré beaucoup, les détails sur l'image. Dans la zone des piliers et dans les petites structures ici. Dans les petits filaments, des nébuleuses sombres ici, ça a réaugmenté le contraste. Pareil dans ce pilier ici, là on a beaucoup de détails qui sont créés. Et on n'a pas cette sensation comme on pouvait l'avoir parfois avec Topaz. Alors que là je rappelle que j'ai appuyé le traitement à 0,90, hein. Donc je l'ai appliqué fort. Et pour autant, on n'a pas de création d'artefacts qui sont manifestes, de choses où on se dit ça c'est des détails qui sortent de nulle part, ça n'a pas de correspondance sur l'image. On voit que ça apparaît bien sur l'image de départ, mais que pour autant, ça a été affiné. Après la question c'est de savoir est-ce que ça correspond à la réalité ou pas, ça on le verra après. Alors bon, premier test relativement concluant, on n'a pas vraiment pu apprécier la qualité de la correction de la forme des étoiles, de l'aspect des étoiles sur cette image, parce que malheureusement j'ai un setup qui est tellement performant et bien réglé que je n'ai pas ce problème sur mes images, bien sûr, évidemment. Mais non, c'est pas vrai, bien sûr, je vous rassure, bien sûr que je l'ai, et j'ai certaines images où voilà, on pourra regarder cet aspect sans aucun problème. Mais une question qu'on peut se poser d'entrée, c'est ok, ça marche bien, mais est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça donne un meilleur résultat que ce que j'obtiendrais si je faisais une déconvolution, une réduction d'étoiles à côté? Si ça donne un résultat à peu près équivalent à ce que je peux faire manuellement, je n'ai pas forcément besoin de dépenser 100 $ pour obtenir ce process, je peux le faire à côté pareil. Eh ben on va voir ça, je vais ouvrir les images. Alors pour cet essai, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué le process sur M51. Voilà. Alors l'image, tous les essais que je vous présente là, sauf si je vous le précise, ça a été fait sur des images linéaires, hein. Donc l'image linéaire avec le STF, c'est ça, mais pour bien apprécier les détails, évidemment, on va baisser un petit peu le STF pour pouvoir avoir quelque chose, voilà, une meilleure visibilité sur les détails. Donc ça, l'image de gauche, M51D, c'est mon image de base. Je n'ai pas fait de process dessus, je ne l'ai pas modifié. On voit que sur celle-là, j'ai des déformations qui sont assez visibles sur les étoiles dans les coins. Les étoiles, elles sont moins belles que sur l'image d'avant. Il y a des zones sur lesquelles elles sont plutôt rondes, il y a des zones sur lesquelles, clairement, elles sont déformées, notamment dans les coins en haut à gauche et en bas à droite, et même là, on voit que c'est moins fin que ce qu'on peut avoir au centre. Voilà, c'est l'image sur laquelle j'avais fait le tuto sur le process de déconvolution. Donc je suis reparti de cette image-là, je lui ai appliqué un process de déconvolution. Alors j'y ai pas passé des heures, hein, mais j'ai quand même essayé de m'appliquer, de faire quelque chose de bien pour de pouvoir challenger un petit peu le process de BXT dans cette comparaison. Donc j'ai fait ma déconvolution et j'ai fait ma réduction d'étoiles à côté, comme je l'aurais fait si j'avais traité l'image. Et donc je vais vous montrer la meilleure version. Je vais mettre le process un petit peu, voilà, un petit peu ici. Ça c'est mon image à gauche de départ et ça mon image corrigée avec une déconvolution et une petite réduction d'étoiles. On voit que bah, c'est mieux, hein, au niveau des détails, ça il n'y a pas de... Les images ne sont pas parfaitement recalées entre elles, mais voilà, on voit quand même bien la différence entre l'image de base et l'image corrigée. Les étoiles sont plus fines, les détails sont beaucoup plus présents dans les galaxies jusqu'au noyau de la nébuleuse, donc c'est vraiment pas mal. Ça donne quand même, ça a bien optimisé les détails et la taille des étoiles. Cela étant, dans mes coins, si je vais comparer, bah, j'ai toujours ces déformations là sur les étoiles qui sont présentes. Si je reprends le coin en haut à gauche où il y avait des déformations qui étaient assez sensibles, même constat, voilà, là on a des déformations, ces déformations elles sont toujours là et elles sont bien visibles. Donc amélioration des détails et de la taille des étoiles, mais voilà, avec les limitations habituelles d'un process de déconvolution. Et maintenant on va comparer avec ce que j'ai obtenu en appliquant le process Blur Exterminator. Alors sur cette image-là, j'ai fait beaucoup d'essais différents, donc j'ai pas mal d'essais différents, on va pouvoir apprécier, ça va permettre d'apprécier ensuite l'intérêt ou pas de certains paramètres. Mais là, toujours 0,25 sur les étoiles, moins 0,20 pour les halos, 75, 0,75 en sharpness, et non-stellar, zen-stellar pour cette image. Les différents modes ne changent pas radicalement l'exemple, donc je peux conserver cette version. On va comparer tout de suite.
Donc je vais agrandir mon image, donc déconvolution plus réduction d'étoiles, et je vais venir la comparer avec mon process BXT. La première chose qu'on peut noter, et là pour faire ça je vais superposer les images parce que c'est plus parlant, c'est sur la taille des étoiles. On voit que sur l'aspect et sur la taille des étoiles, c'est mieux avec BXT. En sachant que j'étais sur un Sharpen Star de 0,25. Donc pas une valeur très excessive, hein. J'étais sur la valeur par défaut. J'obtiens un meilleur résultat qu'avec ma réduction d'étoiles. Et si je viens regarder les étoiles maintenant dans le coin, là ça va être encore plus flagrant. Mes étoiles là ici qui étaient déformées, notamment là on peut regarder celle-là là ici, qui est bien déformée. Elle a retrouvé un aspect quasiment pas ponctuel, mais en tout cas très bien corrigé. Les étoiles doubles là ici, qui sont là, on voit que ça forme une espèce de tache un petit peu, on a l'impression qu'elles sont en limite l'une de l'autre. Hop, là sur l'image corrigée avec BXT, on a l'impression qu'on les a résolues. Voilà. Donc c'est pas qu'une impression, hein, c'est une réalité aussi, c'est mieux défini, en redonnant une bonne forme à l'étoile, ça permet de corriger certains défauts, et du coup les étoiles elles apparaissent bien mieux que ce qu'on avait. On voit qu'il y a quelques défauts qui subsistent, hein. Par exemple sur cette zone-là, alors est-ce que c'est vraiment une étoile? Est-ce que c'est une galaxie? On ne sait pas. En tout cas, c'est pas corrigé, il y a toujours cet aspect-là. Et c'est là que certains paramètres comme Correction First peuvent donner des meilleurs résultats, justement pour éviter ce genre de petits problèmes. Déjà corriger bien les étoiles avant de leur appliquer une réduction. Celle-là, a priori, elle n'a pas été corrigée comme il faut. Même si elle a quand même été un peu corrigée, mais on voit que ça n'a pas corrigé totalement. Alors qu'est-ce que ça donne si on s'intéresse maintenant à la finesse des détails au sein de la galaxie? Alors pour mieux apprécier le résultat, j'ai fait une version starless de l'image, que je vais mettre là. Alors c'était une version drizzle, hein, donc en réalité pour l'apprécier à sa taille normale, il faudra la mettre voilà, en 1,5, donc c'est ce que je vais faire là pour commencer. Donc à gauche, c'est ma version déconvolution plus réduction d'étoiles, à droite, c'est la version Blur Exterminator. La première chose à dire, c'est que ma version déconvolution, au niveau de la finesse des détails, elle n'est pas ridicule comparée à Blur Exterminator. Il n'y a pas énormément de détails supplémentaires qui apparaissent avec Blur Exterminator. Alors là, j'ai appliqué le process avec 0,25 pour les étoiles, moins 0,20 pour les halos, et 0,60 pour le Sharp. Avec le mode non-stellar and stellar activé. On voit que typiquement là sur cette image-là, avec les Blur Exterminator, on voit déjà certains artefacts qui commencent à apparaître par endroits. Si on apprécie la finesse des détails, on se rend compte que dans le cœur ici, dans le noyau de la galaxie, on a des détails plus fins, qui sont plus fins. Là, sur certaines petites zones voilà, qui sont vraiment brillantes, c'est plus fin que sur la version Blur Exterminator. Alors, ok, il y a des zones qui sont un petit peu plus, un peu moins bien corrigées, où il y a des détails qui apparaissent moins sur ma version, avec la déconvolution, notamment dans cette zone-là, dans les zones un petit peu plus sombres. C'est normal parce que la déconvolution a été appliquée avec un masque qui a protégé les zones un petit peu plus sombres, donc la déconvolution a été moins appliquée dans ces zones. Et il y a des détails qui ressortent globalement moins. Mais si on s'intéresse aux détails, par exemple, dans ce bras spiral ici, on se rend compte qu'en réalité, Blur Exterminator, on a l'impression qu'il y a pas mal d'artefacts qui ont été générés. On va grandir un petit peu l'image pour mieux s'en rendre compte. Il y a certaines choses qui sont mieux résolues, mais en même temps, on voit la création un petit peu d'artefacts là dans cette zone avec des objets voilà, qui sont à la limite, à mon avis, de la détectivité sur la nature stellaire et non stellaire. Et du coup, c'est compliqué d'apprécier ça. Est-ce que c'est vraiment du détail ou est-ce que c'est des artefacts? C'est plutôt compliqué à apprécier. Moi, j'ai l'impression que sur cette zone-là et que sur cette zone-là dans le bras spiral, les détails qui sont mis en avant, ça s'apparente plus à des artefacts qu'autre chose. Donc ça, c'est ma version déconvolution, réduction d'étoiles. Ça, c'est la version Blur Exterminator. Dans ces zones-là, surtout dans ces zones-là, il y a des choses qui apparaissent qui, pour moi, relèvent plus des artefacts que vraiment de la mise en avant de détails. Et au contraire, dans certaines zones, notamment dans le bras spiral ici, et dans les zones un petit peu plus, on va dire, intermédiaires en termes de luminosité, ça semble mieux sur la version BXT. Il y a des contrastes qui sont plus présents, il y a certaines structures plus fines qui apparaissent notamment dans les bandes de poussière au sein des bras spiraux.
Et sur le centre, et ben là, après, c'est apprécié par chacun. J'ai l'impression que c'est un petit peu meilleur avec ma version. Et en plus, on s'aperçoit qu'entre ma version donc, déconvolution que j'ai faite avec une PSF modélisée et là, Blur Exterminator, si je le modifie assez rapidement, on voit qu'il y a un certain effet de contraction sur le noyau de la galaxie. Il y a une certaine forme de distorsion qui apparaît sur Blur Exterminator. Les images sont bien recalées et sont bien identiques et sont bien identiquement calées là pour la comparaison. On voit qu'il y a une espèce de gonflement, un peu de distorsion qui se fait vraiment dans la zone la plus lumineuse là ici, avec Blur Exterminator par rapport à ma version déconvolution qui elle n'a pas subi de distorsion hein, pour le coup, puisque je sais ce que j'ai fait sur cette image. Alors ça reste très minime, mais ça mérite d'être noté parce que c'est des choses qui seront aussi du coup à surveiller sur certaines images, voir si l'amélioration de détail se fait pas au prix de certaines déformations dans certaines zones. C'est quelque chose qui est à noter. En tout cas, sur cette version vraiment starless, bon, on pourrait se dire que en s'appliquant un petit peu et en y passant peut-être un peu plus de temps pour peaufiner les réglages, on peut espérer obtenir quelque chose de comparable avec Blur Exterminator. Cela étant, là on n'est qu'à 60% de l'application du process avec Blur Exterminator. Donc il en a encore sous le pied, en quelque sorte, mais attention à surveiller que les artefacts n'apparaissent pas. Donc là j'étais sur la version Starless hein, pour juger uniquement des détails au sein de la galaxie, mais ce qui nous intéresse c'est l'image avec les étoiles, et quand on compare l'image avec les étoiles, bah là pour le coup il n'y a pas photo, la réduction d'étoiles elle a été plus efficace et elle est plus précise avec Blur Exterminator. Je remets les images, pardon, juste l'une sur l'autre pour comparer un peu mieux. La différence, elle est vraiment flagrante. Un autre petit comparatif qu'on peut faire rapidement, c'est que sur la version de gauche, donc j'ai appliqué les mêmes paramètres pour les deux images. 0,25 en stars, moins 0,20 pour les halos, un sharpness un sharpen de 0,75 pour les objets non stellaires. La seule différence, c'est que sur l'image de gauche, j'ai activé l'option Correct First. Et sur l'image de droite, j'ai activé l'option Non-Stellar Then Stellar. Alors, on pourrait s'attendre à ce que l'image qui est avec l'option Non-Stellar Then Stellar, elle donne des résultats un petit peu plus fins, parce que justement sur ces étoiles-là, sur ces groupes d'étoiles où on ne sait pas réellement si c'est des artefacts ou de l'amélioration de détail, on pourrait se dire que le fait d'avoir d'abord pris en compte ces objets différemment, de les avoir écartés ou intégrés dans le process, va permettre de mieux les corriger derrière. Alors, on se rend compte que c'est pas forcément le cas justement sur cette image. Là, je vais venir les remettre l'une sur l'autre pour bien comparer. Donc ça, c'est avec Non-Stellar Then Stellar, et ça, c'est avec Correction First. On note une petite différence déjà sur les étoiles au sein de la galaxie. Donc dans Non-Stellar Then Stellar, elles sont un petit peu mieux réduites. En revanche, on note l'apparition de certains petits halos un petit peu plus clairs autour des étoiles. Chose qui n'apparaît pas avec Correct First. Et dans cette zone justement de bras spirale où on peut redouter la création de certains artefacts, c'est assez proche, mais on voit que c'est globalement un petit peu mieux avec Correct First. Et il y a certaines petites structures là ici typiquement cette étoile, elle a été traitée ici dans Non-Stellar comme une étoile, alors que sur l'autre, elle a été traitée comme une partie de nébuleuse. Voilà, sur cette zone-là, le petit détail qui change. On a des structures qui là sont clairement assimilées à des nébuleuses et ici assimilées à des étoiles et qui sont dont la forme est un petit peu corrigée. On a vu que ça avait pas mal amélioré les détails, et sur cette image-là, on n'a pas trop d'hésitation sur la réalité des structures dont les détails ont été améliorés, parce qu'on a un point de référence, c'est notre image qu'on a traitée avec une déconvolution. Donc on sait que les détails qui apparaissent sur l'image de la déconvolution, ils viennent nécessairement de détails qui sont déjà présents sur l'image elle-même, que c'est pas quelque chose qui est inventé, qui est rajouté ou qui est créé par le process. Si on veut s'assurer de la réalité de la chose, on peut toujours venir comparer avec une image qui a été faite avec un instrument professionnel et venir voir si on retrouve bien certains détails, notamment par exemple l'espèce de petite bulle là, qui apparaît après le traitement. Bon, c'est pas flagrant hein, sur l'image sur l'image du HST. C'est pas certain, par exemple, que ce type de structure qui voilà, prend la forme là ici d'une bulle,
correspondent à une réalité. C'est des choses qui sont appuyées, qui sont pas forcément pertinentes. Alors vous me direz aussi que ça n'a pas réellement de sens de comparer une image, même améliorée, faite avec un instrument de 100 millimètres au sol, avec une photo prise par Hubble. Mais en tout cas, ça permet voilà, pour certaines structures qui apparaissent, vraiment de se faire une idée, de savoir, là on voit que tous ces objets-là qui ont été dans un cas considérés comme des étoiles, dans un autre cas considérés comme des objets appartenant à la galaxie, en réalité c'est bien des objets qui appartiennent à la galaxie, c'est des nébuleuses. Donc quand il y a une correction qui est faite en considérant que c'est des objets qui sont des étoiles, voilà, ça permet d'affiner aussi le mode de sélection à retenir. De la même manière que ici, là, dans cette zone, on voit bien qu'aussi il y a énormément de nébuleuses et que tout ce qu'on voit là, en fait, c'est des nébuleuses, mais les artefacts du coup prennent une forme qui est un petit peu, qui n'est pas en rapport totalement avec la réalité. Donc voilà, c'est un exercice qui a ses limites, mais qui permet aussi de s'assurer que ce qu'on fait n'est pas complètement délirant. Donc ça vaut le coup de le faire au moins sur des images où on a un bon niveau de détail, ou alors où c'est des images sur lesquelles on a un gain en détail qui est significatif pour vraiment venir s'assurer que ce qu'on fait, c'est pas n'importe quoi. Un autre objet sur lequel on peut faire une comparaison intéressante, parce qu'on pourrait aussi se dire, bon, sur M51, c'est peut-être normal que l'augmentation des détails, elle soit aussi bonne, parce que on est sûr à 100% que M51, ça fait partie des galaxies sur lesquelles le process a été entraîné. Donc, pour une raison ou pour une autre, il pourrait très bien retrouver les choses qu'il a déjà qu'il a vues sur l'image sur laquelle il a été éduqué. Alors on peut essayer d'étendre un petit peu le champ, et puis trouver des galaxies un petit peu moins imagées, ou en tout cas où il n'y a pas de photo particulière en entière prise par Hubble, etc. Alors j'ai repris une photo de NGC 1398, pareil que j'avais fait avec le 1 mètre hein, au Chili. Ça c'est l'image de base. Et à droite, c'est mon image corrigée avec Blur Exterminator. Donc sur celle-là, j'ai pas fait de déconvolution, etc. Et j'ai pas voulu ressortir la version non linéaire que j'avais faite pour le traitement. J'ai poussé là aussi un petit peu fort hein, le sharpen, parce que je suis à 0,90, même paramètre qu'avant, 0,25, moins 0,10 pour les halos, et correction first. On se rend compte que, ben, pareil, les étoiles, elles sont bien corrigées, même si là, on note quelques petits défauts qui sont liés au fait qu'on travaille sur une image drizzle, à savoir qu'il commence à y avoir quelques petits artefacts et des petites zones un petit peu pixelisées autour des étoiles. Donc attention à vos images drizzle. Parfois, ça vaut peut-être le coup. Justement, on peut chercher à traiter en drizzle pour espérer gagner un petit peu de détails, travailler sur une image plus grande, appliquer des réglages plus fins. Et si on a ce type de process qui vient apporter de meilleurs résultats sur une image qui n'est pas drizzle, ça vaut le coup de se poser la question si on a vraiment besoin de la traiter en drizzle ou pas. En tout cas, en ce qui concerne l'amélioration des détails, là c'est vraiment très significatif dans les bras là, de la galaxie. Là on a de la chance que sur cette image on a une galaxie où il y a vraiment énormément de détails dans les bras spiraux. Et on se rend compte hein, tout de suite, je vais faire l'exercice là de superposer les images avant, après. Bon bah, c'est manifeste. Et encore une fois, on touche pas du tout au bruit dans les zones de fond de ciel. Si je mets la galaxie un petit peu plus dans son ensemble, pareil pour faire la comparaison. Avant, après, même constat que sur M51, on voit que les étoiles, la correction est très très bonne, c'est bien réduit. Et dans la galaxie elle-même, les détails, le niveau de détail qui est gagné est très significatif. Et on a la chance de disposer, même si Hubble n'a pas fait d'image, on a la chance de disposer d'une photo faite par le VLT, donc de l'ESO sur cette galaxie. Et on peut s'apercevoir que ce qui a été mis en avant, toutes ces structures ici, en réalité, elles correspondent bien à ce qu'on peut voir sur l'image du VLT. Il y a des zones ici dans lesquelles on passe sur l'image initiale, on ne sait pas vraiment déceler là ici ce qu'il y a on devine qu'il y a des zones un petit peu plus sombres. Et là ici c'est bien mis en avant, notamment cette zone là où il y a une séparation là dans les bandes de poussière. C'est quelque chose qu'on retrouve exactement pareil sur l'image du VLT. Évidemment là pour l'exercice, j'ai dû réduire considérablement la taille de l'image du VLT. Donc je suis pas en train de dire que là attention on compare des images full toutes les deux, et qu'on atteint un niveau de détail qui est obtenu par le VLT. Ça n'aurait juste aucun sens, hein, qu'on soit clair. Mais cette image du VLT qu'on regarde là, j'ai dû la réduire pour pouvoir la comparer avec mon image. Ça n'aurait eu aucun sens non plus d'agrandir énormément mon image pour comparer, sauf à mettre en évidence le fait qu'il y avait beaucoup plus de détails dans l'image du VLT, ce qu'on sait déjà. Mais en restant sur un niveau de zoom
on va dire acceptable. Donc là, je vais mettre à 50%, donc ce qui correspond comme champ de Riesel à la taille normale de mon image. On voit que les structures qui sont mises en avant ici, les formes, la bifurcation par exemple, ici aussi ça se voit très bien. Dans cette zone-là aussi, ça se voit très bien également. Ce qui ressort, ça correspond à des choses réelles sur la galaxie, dont on a la certitude parce qu'on a l'image de comparaison à côté du VLT qui nous dit que c'est la réalité. On a gagné aussi beaucoup de choses là sur l'anneau interne de la galaxie. Ça, c'est mon image de départ. C'est avec Blur Exterminator. Voilà, je pourrais pousser encore un petit peu, modifier les niveaux pour voir un petit peu mieux sur cette zone-là qui est proche du centre, ce qu'on gagne ou pas dans l'image. Alors évidemment, c'est beaucoup plus détaillé sur la photo du LT. Hein. C'est pas, encore une fois, c'est pas le but vraiment de comparer là, la résolution, ça aurait pas de sens. Mais on voit que les détails qui ont été gagnés ici sur l'anneau, ils correspondent bien, encore une fois, à des structures réelles sur l'image. Là, les bandes de poussière qui vont jusqu'au centre. Ici, la structure ici qui a un motif assez particulier avec et la petite bande de poussière qui revient jusque dans le noyau là ici. Ça correspond bien à des détails qui sont réels. Donc ça, c'est un exemple. Donc est-ce qu'on peut se permettre de généraliser cet exemple à toutes les images qui sont traitées, en tout cas sur une image qui est peu imagée, donc il n'y a pas eu beaucoup, à mon avis, d'images. L'entraînement du process, il s'est pas fait énormément avec des images de cette galaxie, voire cette galaxie n'a pas été intégrée dans son process d'apprentissage. On voit que ce qui ressort, c'est totalement conforme à ce qui est proposé par des images professionnelles. Donc ça, c'est un excellent point, parce qu'on peut avoir on a un niveau de confiance dans la réalité des structures qui sont générées qui est assez élevé pour le coup. Mais encore une fois, ça mérite quand même de faire l'exercice si vous avez des doutes ou sur des choses où il y a vraiment beaucoup de détails qui sont mis en avant et qui apparaissent très faiblement sur l'image de départ. En tout cas, moi, les quelques exemples que j'ai faits, là, je vais pas tous les faire, c'est pas l'objet. Mais en tout cas, ça, c'est assez représentatif des différentes comparaisons que j'ai pu faire. Et moi, en ce qui me concerne, je considère que les structures qui sont mises en évidence sur l'image après l'application du process BXT, elles sont globalement conformes à la réalité. On a toujours après des petits écarts, mais ça va se jouer plus sur des artefacts que véritablement sur la création de détails, comme on pouvait l'avoir avec Topaz, où Topaz, on avait énormément, sur des objets bien connus, sur les piliers, sur M16, je pense à ça, je pense à ESO 350-40, qu'on va regarder aussi dans un instant. Il y avait des détails inventés qui sortaient de partout. Là, il faut vraiment les regarder dans le détail pour voir des différences, et c'est que c'est très bon. Pour la galaxie ESO 350-40, alors rapidement, c'est vraiment pour en dire un mot, mais c'est aussi parce que c'est assez intéressant, notamment sur le réalisme des détails qu'on peut espérer obtenir avec le process. Donc ça, c'est l'image de base, c'est une image qui a été faite au télescope de 1 mètre de Chilescope, donc au Chili, avec un excellent ciel, un excellent matériel. Et il y a peu de versions de cette galaxie qui existent, parce que c'est une galaxie qui reste petite, hein. Là, c'est très, je vais pas mal zoomer, et c'est en version full. On voit qu'il y a quand même peu de détails, c'est un objet petit. Voilà ce qu'on obtient avec Blur Exterminator. Avant, après. Un gain quand même très significatif dans le centre de la galaxie, sur l'anneau, sur le pourtour de l'anneau. Un peu plus subtil, mais quand même présent sur les bras spiraux. Je sais pas si on peut pas vraiment appeler ça des bras spiraux, en tout cas sur les ponts de matière entre l'anneau et le noyau central. Et puis surtout un gain, là je la passe à 100%, un gain en détail sur la région centrale qui est assez spectaculaire, parce qu'il y a des choses toujours le principe de la déconvolution, on devine, c'est-à-dire quand on essaye de faire la démarche inverse, qu'on voit l'image avec les détails augmentés, qu'on essaie de revenir à l'image de départ, on voit qu'il y a des zones où on devine les détails. Donc c'est des choses qui sont vraiment sur l'image qui sont mises en avant. Mais bon, on peut s'interroger aussi sur la réalité, hein, de ces structures. Et ça tombe bien, puisque c'est une des images célèbres de Hubble, cette galaxie. Et Hubble l'avait photographiée avec un très bon niveau de détail. Donc là, c'est pas l'image full 100% de Hubble, hein, c'est une version réduite, mais en tout cas, en termes de taille, c'est à peu près comparable à l'image. Et on voit que les détails qui sont dans le centre, dans les bandes de poussière ici, là, qui apparaissent
alors modulo la différence de définition, mais qui apparaissent clairement ici. Elles existent bel et bien. On a une bande de poussière ici qui sépare 2 zones plus lumineuses qui apparaît bien. Pareil pour la zone de poussière ici. Il y a juste cette extension-là ici qui n'apparaît pas vraiment sur l'image. Donc au moins, voilà, il y a quelques détails réels qui n'apparaissent pas, mais les détails qui sont augmentés, qui ont été augmentés, sont bien réels. Si on compare avec l'image de départ, on voit vraiment que dans cette zone-là du centre, c'est quand même assez flagrant, hein. Ça ressemble quand même beaucoup à la photo de Balkan sur votre image. Vous en êtes à devoir aller vérifier sur des images de Hubble pour savoir si c'est des bons détails ou pas. C'est quand même que c'est bon signe, quoi. De toute façon, il existe assez peu de versions différentes de cette galaxie. Je voulais vous montrer cette image de cette galaxie faite par un amateur australien avec un télescope de mémoire de 250 mm. Et où cette personne voilà, prétendait que déjà qu'il n'avait pas utilisé Topaz, puis quand on lui demandait comment il avait fait pour avoir une telle définition, il nous répondait oh j'ai développé un peu mes propres process, et puis je crois que ça a terminé avec oh mais j'ai eu de la chance, le signe était exceptionnel. Hmm. Euh, voilà. Donc on voit que les détails là ici qui étaient présents sur cette image, bah, ils n'ont pas vraiment de sens quoi. C'est des choses qui n'existent pas là, ces structures fines là dans les bras. Il y a des choses dans le halo de la galaxie. On note déjà que le noyau a un aspect quand même très particulier, qui n'est pas du tout fidèle à la réalité, hein. Voilà, c'est l'impression d'un anneau qui fait le tour d'un objet vraiment plus ponctuel au centre. C'est pas ça, ça prend pas cet aspect-là. Il y a des traînées de poussière. Ouais, moi je rappelle, juste pour la comparaison, que mon image, moi, c'est celle-là. On les voit, les traînées de poussière. Elles apparaissent, hein. On est avec un télescope de 1 mètre. Donc avec un télescope de 25 centimètres. Voilà, on voit que les bras ici ne correspondent pas à grand-chose, si ce n'est à des éléments de structure qu'on a déjà sur une image, sur une image qui n'est pas optimisée. Et puis on voit que le traitement a été appliqué de manière très localisée. Ça se voit à la fois dans la galaxie, où cette zone-là a été extrêmement accentuée jusqu'à l'outrance, parce qu'il y a des artefacts partout, et puis l'anneau a été un peu moins, on voit que ça a été un peu moins, c'est un petit peu plus flou. Et puis sur les autres éléments qui sont en arrière, dans le fond de ciel, bah, on voit la tête des étoiles, hein, on voit la tête des galaxies. Ça, c'est une image qui, pour moi, avait été surtraitée, soit avec de la déconvolution très appuyée, soit plus vraisemblablement avec Topaz, même si l'auteur s'en défendait un petit peu. On voit bien la différence qu'on peut obtenir en termes de qualité de détail par rapport à cette image-là de départ. On voit bien la différence en termes de détail qu'on peut espérer obtenir entre Topaz et Blur Exterminator. Ça, c'est vraiment hyper spectaculaire. Et cette image-là m'a particulièrement convaincu, on va dire, de l'intérêt de ce process. Un autre exemple, toujours pour montrer l'amélioration des détails. Alors là, c'est une photo de Centaurus A, qui est faite avec je crois que c'est un télescope de 50 cm au Chili, donc voilà, bonne optique, bon ciel. On peut aller voir sur la zone vraiment là où ça va être le plus flagrant, c'est sur la zone de poussière. La bande de poussière centrale, c'est vraiment là où il y a les seuls détails, hein, sur cette galaxie-là. Et on voit que l'amélioration, quand même relativement spectaculaire. Là aussi, je vais la pousser un peu plus sur les bandes, de poussière, c'est très très flagrant. On gagne vraiment en détail. Et pour avoir fait pareil la comparaison avec une image pro, je vais pas la refaire ici. Je pense que vous avez compris le principe. Et voilà, vous pouvez toujours aller vérifier par vous-même, mais c'est c'est très très bon au niveau des bandes de poussière. En revanche, là, on voit un petit peu comme on avait vu tout à l'heure avec M51, qu'il y a des zones là, voilà, où il y a des étoiles qui semblent pas résolues. Et encore, quand on les met, je vais les mettre l'une sur l'autre pour pouvoir mieux comparer. Voilà, l'image de départ, l'image d'arrivée. On voit que ça fait ressortir quand même certaines zones où on voit pas réellement d'étoiles, hein, en réalité, dans cette zone-là. Sur l'image brute, on en devine un petit peu, surtout dans cette zone-là. Mais on voit qu'il y en a qui apparaissent. Alors, est-ce que c'est vraiment des étoiles? Est-ce que c'est des artefacts? En tout cas, j'avais fait 2 traitements différents. L'un avec Non-Stellar, Zen-Stellar,
Donc l'option activée, elle est à gauche, et sans l'option activée, sinon c'était les mêmes réglages. On constate pas quelque chose de très spectaculaire. On voit que c'est un petit peu mieux là par contre ici, dans cette zone-là, où là on commence à avoir des artefacts qui apparaissent. Et puis il y a la même zone un petit peu là sur cette partie-là de l'image. Bon, la différence est sensible, hein. C'est pas hyper flagrant. Mais on voit que c'est un petit peu mieux, c'est un petit peu mieux pris en compte. Il y a un petit peu moins d'artefacts. Les artefacts sont un petit peu moins prononcés sur la version non-stellar, Zen-stellar. Donc justement sur ces groupes d'étoiles où on est à la frontière entre des petites étoiles et peut-être des amas au sein des galaxies ou des structures de nébuleuses un peu plus brillantes. Voilà, c'est pas parfait, hein. On constate qu'il y a toujours certains artefacts. Donc dans ces cas-là, la possibilité de faire un masque regagne de l'intérêt, mais bon, à voir au cas par cas. Autre exemple, alors cette fois c'est sur la galaxie M83, donc une galaxie vue de face qui est absolument extraordinaire celle-là. D'autant que là on avait eu la chance, c'est une photo qui est faite avec Bernard Michaud, aka Lithobrit sur les forums. C'est une photo qu'on a eu la chance de faire avec le télescope de 1 mètre au Chili. Et donc on a à gauche l'image de base, hein, sortie d'empilement. Alors, on était précurseur avec Bernard, on a été précurseur des étoiles avec 6 aigrettes. On a devancé le James Webb Telescope. En fait, juste pour vous expliquer, c'est qu'il y avait eu plusieurs sessions d'images, et à l'époque, ça a été optimisé depuis, mais sur le télescope de 1 mètre, il n'y avait pas la possibilité de faire d'orienter, de recadrer exactement, donc on se retrouvait sur des sessions différentes avec des aigrettes orientées différemment, et au final, ça faisait une multitude d'aigrettes comme ça si on multipliait les sessions. Mais voilà, ça c'est anecdotique et ça n'a rien à voir avec le process. Mais juste pour que vous ne pensiez pas qu'on a pris les données du James Webb. Je pense que le James Webb n'a pas fait cette galaxie de toute façon. Voilà, c'est l'augmentation, le gain est spectaculaire en apparence au niveau des détails jusque dans le centre de la galaxie, dans les bras spiraux, dans les zones de nébuleuses et dans les zones vraiment les zones de poussière dans les bras spiraux. Alors attention, c'est spectaculaire comme ça vu de loin, mais il faut quand même aller voir vu de près si ça ressemble bien à quelque chose. Et malheureusement, quand on zoome un petit peu, on se rend compte que là, avec les paramètres que j'avais mis, donc c'était 0,25 pour la réduction d'étoiles, moins 0,20 pour les halos et 0,75 pour le sharpen. C'est un petit peu élevé. On commence à si je zoome un peu plus, là je suis pas totalement en full, là si je me mets en full, voilà, sur une zone qui est pas spécialement plus bruitée que l'autre, hein, sur l'image linéaire. On se retrouve voilà, avec des créations d'artefacts. Là ici on voit que ça commence à ressembler à ce qu'on fait quand on fait de la réduction d'étoiles trop appuyée sur des toutes petites structures, c'est-à-dire que ça devient filamentaire, ça devient granuleux. On voit qu'on a perdu la cohérence là sur l'image. Là ici c'est cohérent, et puis là dans cette zone-là, pourquoi? Alors peut-être que ça correspond à une des zones justement que comme le process résonne par zone, peut-être que ça c'est justement une des zones sur lesquelles il a appliqué des paramètres différents et qui au final ressort avec beaucoup d'artefacts. Ça arrive aussi dans cette région-là. Donc là, la seule solution, c'est d'abaisser la puissance du traitement ou de travailler avec un masque. Mais comme le process fonctionne très bien sans masque, ça a plus de sens de baisser un petit peu l'intensité du process. Au niveau des étoiles, là, on se rend compte que c'est... ah, on va les comparer, hein, comme ça. Ah, c'est clair et net. C'est toujours cette petite distorsion qui se crée, comme on l'avait constaté, hein, sur M51, mais là, sur le cœur sur le noyau vraiment de M83, c'est visible également. Bon, c'est des petites réserves, hein, parce que c'est globalement très très qualitatif, et il y a quelques petites choses auxquelles voilà, il faut faire attention. Cette image, elle est aussi intéressante pour faire encore une fois un comparatif entre les fonctions non-stellar, zen-stellar et correction first. Si on reprend une zone étant 1 sur 2, voilà, dans la zone où justement il y a pas mal d'artefacts, on voit que les artefacts sont présents sur les deux versions. Donc ça, c'est vraiment lié aux paramètres de sharpen des objets non stellaires. Et si on repasse sur une vue, on se rend compte que sur la version correction first, il y a plus d'étoiles qui sont moins réduites au sein de la galaxie. C'est un peu mieux à ce niveau-là avec le paramètre non-stellar, zen-stellar. En revanche, il y a quelques détails supplémentaires qui apparaissent dans le noyau de la galaxie.
un petit peu moins d'artefacts en utilisant Correction First. Et un dernier exemple pour ce qui concerne les détails, vraiment, là sur une nébuleuse, plutôt que sur une galaxie, sur une nébuleuse, avec pas mal de signal, hein, c'est la nébuleuse du trèfle, c'est fait avec ma TSA-102. Ça, c'est l'image de base. Et ça, c'est la version obtenue avec BXT, avec toujours des étoiles à 0,25, des halos à moins 0,20 et un Sharpen à 0,70. On constate que sur les nébuleuses vraiment très brillantes, un bon rapport signal sur bruit, avec des zones vraiment très contrastées là sur les bandes de poussière, que ça donne vraiment d'excellents résultats. La dynamique est bien respectée, les étoiles sont toutes bien prises en compte, et c'est vraiment assez spectaculaire, sans la création, sans l'apparition cette fois d'artefacts qu'on a pu voir sur les galaxies. Dans les zones avec un très bon rapport signal sur bruit, le process donne des résultats vraiment très très bons. Tellement bons qu'on peut même se permettre, dans certains cas, de pousser même un petit peu le Sharpen à fond. Et là, j'ai fait l'essai, donc à gauche, c'est la version à 70%, et à droite, c'est la version à 100%. Voilà, bon, il n'y a pas une énorme différence, mais c'est voilà, c'est des réglages qu'on peut parfaitement, on peut parfaitement utiliser toute la plage de réglages qui est proposée par le process, hein. 100%, c'est pas illusoire, ça peut s'appliquer sur quelques images, quand il y a, encore une fois, quand il y a un bon rapport signal sur bruit, beaucoup de luminosité. Entre l'image de départ et l'image d'arrivée, ça prend du volume, ça prend du relief, hein. Donc c'est pareil là sur les nébulosités là qui encadrent la nébuleuse, c'est quand même assez spectaculaire. Sur les étoiles maintenant, alors là on a parlé de l'aspect des étoiles en tout début, en disant que c'est justement la correction des petits défauts dans notamment sur les bords de l'image, était un des avantages, hein, mis en avant ce process. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, faut pas espérer de miracle quand c'est des grosses déformations, clairement. En revanche, sur ce genre d'image là qu'on a ici, où on est vraiment sur un détail voilà, à 100%, on voit qu'il y a une petite élongation des étoiles, notamment ça se voit très bien dans cette zone-là, et puis ici aussi, hein, les étoiles, on voit bien qu'elles sont étirées. Voyons voir ce que donne le process BXT. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter cette, cette image-là? Non, c'est très bon. Ça, la réduction, c'est faite, est très efficace. Et les étoiles, elles sont vraiment bien ponctuelles. C'est-à-dire qu'on a l'impression vraiment d'être sur un instrument qui est parfaitement corrigé, avec des étoiles ponctuelles jusque vraiment dans le bord, vraiment sur le bord de l'image. Donc, pour les grosses déformations, ça marchera pas, hein, mais par contre, pour les petites déformations comme ça, les petites, la petite présence de coma, ça donne des résultats, voilà, qui sont très très bons. Un exemple justement pour illustrer ça, cette, cette correction, hein, qui pourra pas se faire parfaitement. On a parfois pour des images faites avec un téléobjectif, des images grand champ, des images sur lesquelles, là typiquement c'est fait avec un 200 millimètres ouvert à f2 de mémoire. On a quand même des déformations importantes. Là, on voit que les étoiles, elles ont vraiment perdu le côté ponctuel. C'est quelque chose que Blur Exterminator va avoir du mal à rattraper. Alors là, surtout si on les réduit, là, on va plus mettre en avant les défauts des étoiles avec ces espèces d'aspects un peu pincés qu'on peut avoir parfois sur certains téléobjectifs. Là, dans ce cas-là, effectivement, les paramètres sont pas les bons, hein. Faut pas chercher à réduire les étoiles, il faut chercher éventuellement uniquement à les corriger, ou alors à les réduire un petit peu, mais en augmentant le halo, comme on a vu tout à l'heure, pour justement essayer de gommer ces petites imperfections. Voilà, donc tout ça pour dire que ça fait pas de miracle, mais c'est très très satisfaisant. Et pour s'en convaincre, on peut regarder sur cette image. Alors ça, c'est une image donc du petit nuage de Magellan, et on a l'amas 47 Toucan juste à côté, qui est un objet absolument magnifique que moi j'adore personnellement. Et on peut voir l'intérêt, alors déjà sur des grands champs comme ça, alors là désolé, hein, je vais pas corriger les gradients, ce genre de choses, c'était juste pour le test, mais on voit déjà que sur ces images où vraiment ça fourmille d'étoiles dans tous les sens, ça met mieux en avant l'objet d'arrière-plan que toutes les étoiles de notre galaxie qui fourmillent en avant-plan. Et sur l'amas lui-même, on a un gain, alors je vais pas zoomer à 200% parce qu'on est avec un 200 mm, donc là on cherche pas la haute résolution, hein. Mais clairement on voit que sur l'aspect de l'amas, ça apporte énormément. C'est-à-dire que ça permet, on a l'impression de le résoudre quasiment jusque vers le centre. Alors là, avec un objectif aussi lumineux,
Le centre de l'amas, il est cramé, hein, donc ça posait pas de problème pour la version que j'avais faite, ou de toute façon, voilà, là-bas, il n'était pas question de le résoudre jusqu'au centre, mais là, on voit que on gagne énormément en définition dans le centre de l'amas. C'est vraiment spectaculaire, quoi. On a l'impression que ça n'a pas été fait avec le même instrument, en réalité. Le gain est vraiment très fort, et si je diminue un petit peu le STF pour la zone qui est cramée, mais on voit vraiment que sur les étoiles, on gagne en finesse. C'est vraiment très impressionnant. Même si c'est pas sur ce genre d'image-là que ça sera le plus impressionnant, mais avec des amas globulaires, on voit que ça peut donner de très très bons résultats. Je vous ai dit au début de cette vidéo que c'est un process qui est destiné à qui donnera les meilleurs résultats sur une image linéaire, en tout début de traitement, au moment de la déconvolution classiquement. C'est comme ça que le présente Russell Kroman. C'est effectivement comme ça que ça donne les meilleurs résultats. Il suffit de comparer, de faire le traitement sur une image linéaire et sur la même image délinéarisée pour se rendre compte qu'effectivement, si on veut tirer le maximum du process, il faut le faire sur l'image linéaire. Cela dit, là, je vous ai quand même pris un exemple. J'ai appliqué le traitement avec des paramètres classiques comme j'ai fait depuis le début, la 0,25, moins 0,20 pour les étoiles et le halo, et juste un Sharp 0,50 sur l'image finale, déjà traitée. On constate plusieurs choses. On constate déjà que sur l'amas lui-même, on a ce gain qui est présent, mais de loin. C'est-à-dire, enfin de loin, là on est à 100%, mais dès qu'on va zoomer un petit peu, on va se rendre compte qu'on commence à avoir des artefacts qui apparaissent qui n'étaient pas présents sur la version linéaire. Donc, une délimitation justement, alors même qu'on a moins tiré le Sharpen. Donc voilà, l'apparition d'artefacts, c'est aussi quelque chose qui va limiter l'utilisation de ce process-là sur une image finalisée non linéaire. Vous serez obligé de moins pousser le traitement, et du coup vous aurez des moins bons résultats. Donc ça permet d'affiner, ça permet de gagner un tout petit peu, mais attention, vraiment, soit il faut l'utiliser avec des masques, soit il faut l'utiliser de manière parcimonieuse et mesurée en termes d'application, de force d'application du traitement. On voit quand même que ça a apporté quelque chose, hein. C'est pas inutilisable en non linéaire, mais clairement on voit que les artefacts qui sont autour, c'est le signe que ça n'a pas été fait pour ça. Alors depuis le début, je vous ai surtout présenté des images faites avec un capteur monochrome. Il faut savoir que ce process-là, il s'applique tout aussi bien sur les images monochrome que sur les images en couleur. C'est une photo qui a été faite avec une ASI 2006 en couleur. Je remercie Frédéric Lamaga pour m'avoir prêté cette image pour pouvoir justement appliquer le process dessus, parce que moi j'ai pas de capteur couleur, donc je voulais pas prendre une photo au hasard, et j'avais besoin vraiment d'une photo sortie d'empilement. Donc il m'a gentiment fourni cette image, et on voit que quand on lui applique le process dessus, là, c'est en plus, on a des étoiles qui sont un peu compliquées à gérer, hein. Il y a des gros halos, donc à voir. On est toujours à 0,25 et moins 0,20 pour les étoiles et le halo, Sharpen 70. Pour les étoiles, c'est très correct. On voit que les halos, après, que sur des gros halos, on peut avoir autour de cette étoile-là. Attention à la création, pareil, d'artefacts ou à des petites zones où ça commence à ça s'assombrit un petit peu. On voit la zone qui a été prise en compte pour la réduction du halo, et ça ne concerne pas tout le halo. Donc attention, ça marche très bien sur les étoiles avec des halos plus mesurés. Sur les étoiles avec des très gros halos, il faut quand même faire attention au réglage. Sur les images faites avec un capteur couleur, c'est recommandé, Russell Kroman recommande de d'appliquer le process Blur Exterminator avant de faire la calibration des couleurs. Pourquoi? Pour pas modifier les niveaux, et le process fonctionne mieux avec tous les niveaux équivalents. Donc voilà, à garder en tête, une fois qu'on a fait Blur Exterminator, on peut faire la calibration de couleurs de son image RGB. On peut voir l'amélioration est nette. Alors là, c'est vraiment un exemple de traitement pour l'exemple, hein, parce que la réduction d'étoiles est sans doute trop appuyée, ça met en avant voilà, un petit côté artificiel aux étoiles avec ses aigrettes extrêmement bien dessinées, avec l'étoile très fine au milieu. Il faudrait faire ça de manière beaucoup plus subtile, mais toujours est-il que on voit que sur la nébuleuse, là sur les nébuleuses obscures, sur les zones contrastées, encore une fois, ça donne de très bons résultats. À l'inverse, parce qu'il n'y a pas que du positif quand même à relever, à l'inverse, sur les zones de nébuleuses qui sont moins lumineuses, qui sont moins contrastées,
les résultats sont parfois un peu décevants. Là maintenant si je prends la tête de cheval, ça c'est la version initiale, ça c'est la version où j'ai appliqué le process. Bah, sur la tête de cheval, en réalité, on ne voit pas de différence. C'est-à-dire que cette zone, semble-t-il, n'est pas prise en compte par le process. On note absolument aucune amélioration, voilà, des détails sur la tête de cheval. Et ça, c'est une limitation qu'on va retrouver sur d'autres images un petit peu du même genre. Par exemple, sur la nébuleuse CG4. Ça, c'est une photo qui est faite au Chili avec un instrument de 50 cm. Et c'est un objet qui est assez faible, hein, qui est assez contrasté. On voit qu'il y a des zones qui sont plus lumineuses, plus sombres, et justement, quand on joue dessus avec une déconvolution classique, souvent on arrive à tirer un petit peu de détails justement dans ces zones-là, ou à mettre un peu mieux en évidence certaines structures. Ça à gauche, c'est mon image de base, et sur l'image modifiée, voilà, les étoiles, elles ont bien été réduites. On voit que les petites déformations, elles ont bien été corrigées. Sur la nébuleuse en elle-même, il n'y a quasiment aucune modif. La seule modif qui est apportée, elle est sur cette zone-là, sur la zone la plus brillante en réalité, à la frontière, où ça a affiné un petit peu le trait. Et sur les pourtours un petit peu plus lumineux, on note une petite augmentation de finesse. Mais sur le reste de la nébuleuse, dans son ensemble, pas de différence. Ce qui est d'autant plus, dommage que sur la galaxie qui est juste à côté, petite galaxie là au bord, par contre sur celle-là, le process a fait quelque chose. On a affiné un petit peu là ici avec leur exterminator. On a amélioré un petit peu la petite bande de poussière là au centre, on a l'impression que c'est un peu mieux dessiné. Donc ça agit quand même sur cette petite galaxie dans le fond de ciel. Mais sur la nébuleuse elle-même, là je zoome pas sur cette zone là, mais c'est la même chose. Et ben on gagne pas quasiment rien sur la nébuleuse elle-même. Autre exemple, cette fois sur la nébuleuse du Pélican. Alors la nébuleuse du Pélican, c'est pas non plus un objet qui est très peu lumineux, hein. C'est un objet qui est quand même suffisamment lumineux, on a quand même un bon signal dessus. C'est contrasté, il y a énormément de zones de poussière justement dans la nébuleuse. Ça lui donne cet effet un petit peu marbré comme ça, qui est très impressionnant, des petites bandes de poussière très fines. Et là, on se dit que sur ce genre d'image, on va pouvoir gagner pas mal, hein, parce que là, ça s'y prête bien. Eh ben, malheureusement, malheureusement, pas tant que ça. Les zones qui sont un petit peu plus lumineuses ici, on pourrait s'attendre à ce que ces extensions, par exemple, ici, elles soient mieux mises en valeur. Non, c'est pas le cas, malheureusement. Voilà, il y a quelques objets comme ça sur lesquels bah, c'est un peu déceptif. Alors après, selon les images, parfois, comme je disais, on a un peu pas des mauvaises surprises, mais on est un peu déçu parce que le process n'arrive pas vraiment à identifier les zones où il faudrait appliquer efficacement le renforcement des détails. Et puis sur certaines nébuleuses, là c'est la nébuleuse du cône que je vais prendre surtout, donc je vais vraiment zoomer sur cette partie-là de l'image. Donc ça c'est mon image de départ, l'image où j'ai appliqué le process. Là on a un vrai gain. On a un vrai gain. Alors du coup au niveau des étoiles, c'est bien mieux. Ah, les étoiles sont moins présentes. Et on a vraiment un gain assez bien visible hein, vraiment dans la partie supérieure du cône. Ici, là, je vais juste recadrer. Voilà, on a un gain qui est manifeste en détail, et ça, encore une fois, c'est des vrais détails. Je vais aller vérifier aussi. C'est des vrais détails. On gagne des vrais détails dans le cône. Alors qu'on pourrait penser, a priori, que bah, c'est pas spécialement plus contrasté que la nébuleuse du Pélican. Donc, voilà. Parfois, on a des très bonnes surprises, et puis parfois, on reste un peu sur sa faim, on va dire. C'est pareil dans la zone de la couleur du renard, hein. On gagne aussi en détail, on voit les petits filaments, les petites nébulosités qui sont mieux dessinées. Alors que fondamentalement, c'est pas quelque chose de plus contrasté que ce qu'on a sur le Pélican ou de plus lumineux.
Est-ce que ça dépend des niveaux vraiment de l'image? Est-ce qu'il y a des seuils en deçà desquels, le process marche moins bien? Bon, c'est difficile à dire comme ça, il faudrait le faire plus d'expérimentation et puis il faudra avoir accès peut-être aux algorithmes, hein, du logiciel lui-même, mais voilà, il y a c'est un peu, sur les nébuleuses vraiment sombres où, c'est un petit peu la loterie parfois. Ouais, et pour finir, une image, couleur, faite avec un capteur, toujours un 2600, couleur. Cette fois, c'est une image de Michael Verny. Elle est intéressante cette image. Alors j'ai pas poussé le sharpen. On voit bien déjà que la réduction d'étoiles est très efficace. Ça, je pense qu'on a compris qu'il y avait pas trop de doute sur ce point-là. C'est pareil, on pourrait s'attendre à une amélioration quand même assez substantielle sur la région vraiment de l'autre 15, hein, la région vraiment, cœur du cœur, puisqu'on est sur la nébuleuse du cœur, là, si vous l'avez pas reconnu, IC1805 et c'est pas très flagrant. Voilà, on n'a pas une augmentation vraiment considérable, des détails, que ça soit, dans cette zone-là, dans la zone du poisson, là, ici, si on fait la comparaison, ah, c'est pareil, on gagne pas énormément. La nébuleuse est mieux mise en valeur, mais ça c'est plutôt dû à la réduction d'étoiles que vraiment à une amélioration de la finesse. On peut dire un mot aussi en profiter pour dire un mot sur les étoiles, parce que là on a des étoiles qui sont un petit peu déformées dans les coins. Si je prends le coin gauche, on va voir tout de suite, l'amélioration, elle est notable. Elle est notable et ça permet de se rendre compte que voilà, ces petites déformations, ça fonctionne. Maintenant, si je prends le coin inférieur droit, les déformations sont beaucoup plus importantes. Là, on voit les limites, hein, aussi du process en termes de correction d'étoiles, vraiment dans les coins. Bon, ça corrige un peu comme ça peut, mais si les déformations sont trop grandes, on voit bien la différence entre cette zone-là. Les déformations sont encore un petit peu... Elles sont déjà importantes, mais ça reste quand même globalement sphérique. La correction, elle se fait bien. Par contre, dès qu'on passe là avec vraiment des étoiles qui sont pas dédoublées, mais avec vraiment un centroïde très déformé, des formes qui s'éloignent vraiment de la sphère, voilà, là, le logiciel, le process fait pas de miracle, hein. Alors, après avoir vu toutes ces images, après avoir dit tout ce qu'on a dit, quel bilan on peut tirer de Blur Exterminator? Déjà, il faut avoir conscience que c'est un bilan qui sera que provisoire, parce que le process est récent, il y aura d'autres versions qui pourront arriver. Il faudrait le tester sur plus d'images. Moi, je l'ai testé sur à peu près une trentaine d'images. Donc voilà, les exemples que je vous ai montrés, ils sont assez représentatifs de ce que moi j'ai vu sur beaucoup d'images différentes. Mais je pense que les principaux points à retenir, c'est que déjà le process est très simple à utiliser. Ça, c'est un bon point et qui fournit globalement des résultats très qualitatifs, notamment sur les étoiles. La réduction des étoiles est très bonne. La correction des petits défauts est très bonne et parfois très impressionnante. Sur l'amélioration des détails, c'est très efficace sur certaines galaxies qui sont bien contrastées, avec des bras spiraux bien contrastés. C'est bien spectaculaire aussi sur certaines nébuleuses avec un très bon rapport signal sur bruit ou très contrasté. C'est parfois moins efficace. C'est moins efficace notamment sur les galaxies vraiment faiblement contrastées, typiquement M33. Ça a un côté trop granuleux pour que vraiment ça soit ça puisse vraiment être amélioré en termes de détails. Donc au final, ça se joue vraiment sur la réduction plus des étoiles et l'apparition des artefacts. Sur certaines nébuleuses comme CG4, on l'a vu, comme le Pélican, comme la tête de cheval. Pour moi, ça n'a pas donné de bons résultats, puisque ça n'a pas vraiment amélioré les choses, alors qu'une des convolutions, pour le coup, sur ces objets-là, aurait fonctionné. Dans la liste des petits reproches aussi qu'on peut faire, c'est que sur certaines images qui sont traitées en drizzle, il y a certains artefacts qui ont tendance à apparaître au niveau des étoiles. Alors Russell Croman a dit un mot là-dessus sur son site. En fait, il évacue un peu quelque peu le problème en disant que si vous êtes suréchantillonné, donc que votre PSF est supérieur à une certaine taille, en fait, c'est que vous devez simplement réduire la taille de votre image par 2 et là appliquer le process.
Alors, c'est une manière de s'en sortir, c'est qui est assez habile, mais malheureusement, traiter en Drizzle pour pouvoir traiter sur une image à 200 ça a aussi ses intérêts, au-delà de l'amélioration des détails. Donc c'est un petit peu dommage de perdre tous ces avantages pour cette opération d'amélioration de détails. Mais voilà, après il y a un arbitrage à faire entre, meilleurs détails et facilité de traitement ou possibilité d'appliquer certains process plus facilement. On a vu aussi l'apparition de certains artefacts dans des zones à faible rapport ciel-survie, ou alors dans des zones où la distinction entre objets stellaires et non stellaires est pas très claire. Là, généralement, il y a des créations d'artefacts. Et enfin, on a noté quelques petites déformations qui peuvent se produire. J'imagine que c'est lié au fait qu'il y a des traitements qui sont réalisés par zone plutôt que sur l'image entière. Et ça reste quand même suffisamment marginal pour que ça soit pas trop grave, mais il faut y faire attention si on est sur des objets qui vraiment, peuvent être affectés par ce type de déformation. Alors au final, le process Blur Exterminator, beaucoup, l'ont présenté, comme une, révolution, game changer. Est-ce que c'est vraiment le cas? À mon sens, il faut nuancer un petit peu, enfin ma réponse en tout cas sera un peu plus nuancée que ça. La question c'est de savoir si ce process est efficace. Oui, clairement, ce process est efficace. Il est efficace sur la réduction d'étoiles, sur l'amélioration des détails. Il y a quelques objets pour lesquels ça marche pas, ça marche mieux que d'autres, mais il est globalement quand même sur ce que j'ai montré là. Je sais pas si c'est forcément représentatif des 25 ou 30 images que j'ai testées, mais sur la majorité des images, ça donne quand même de bons résultats. Est-ce que c'est une révolution? J'ai envie de dire, pour les étoiles, oui. Je trouve que pour les étoiles, la qualité qu'on obtient en termes de réduction d'étoiles et d'optimisation vraiment des petites déformations dans les coins est vraiment très spectaculaire, voire parfois bluffante. Et ça fonctionne quand même très bien. Pour les détails dans les objets, je serais un peu plus nuancé parce que d'une part, comme on l'a vu sur l'exemple avec M51, on peut à peu près obtenir un niveau de détail comparable ou équivalent avec un process classique de déconvolution. Alors ça implique de bien maîtriser le process de déconvolution, de bien paramétrer la déconvolution, mais c'est faisable. On va pas obtenir quelque chose de... C'est pas un process magique. Voilà. C'est pas un process magique. C'est pas non plus ce qu'on lui demande, parce que justement, on a beaucoup reproché à des logiciels comme Topaz d'inventer des détails. Là au moins, l'avantage avec leur exterminator, c'est qu'il n'invente pas de détails. C'est tous les détails qu'ils font ressortir, ils sont présents à la base sur l'image. Ça, c'est quand même très important. Donc, il y a une certaine logique à ce qu'on puisse faire la même chose avec des process manuels par ailleurs de déconvolution. Là où c'est vraiment révolutionnaire pour le coup, c'est pas sur la qualité, c'est sur le temps que ça prend. C'est sur la facilité de mise en œuvre du traitement. C'est-à-dire qu'il n'a plus rien à voir avec la mise en œuvre d'un process de déconvolution et de réduction d'étoiles derrière. Si vous avez vu le tuto consacré à la déconvolution, vous avez vu le temps qu'on y passe. Alors c'était une démonstration, j'ai pris mon temps, j'ai montré plusieurs méthodes, si on peut le faire en quelques minutes, hein, après une fois qu'on est habitué. Mais il y a toujours à tâtonner pour trouver exactement les bons paramètres, modéliser la PSF, et puis on corrige pas les étoiles au passage. Là, il suffit d'appuyer sur un bouton, d'avoir des paramètres qui soient pas trop délirants, et on obtient un résultat qui est très bon pour la grande majorité des images, qui est au moins équivalent à ce qu'on pourrait obtenir par un process de déconvolution classique. Dans quelques cas, qui est meilleur que ce qu'on pourrait obtenir avec un process de déconvolution classique, et tout ça en quelques dizaines de secondes. Donc c'est vraiment très, très impressionnant. Est-ce que ça justifie de l'appliquer, de l'intégrer de manière systématique à son process de traitement? J'ai tendance à penser que oui. Voilà. Alors, modulo quelques contre-exemples, hein, pour, certaines images où l'amélioration des détails marchera pas vraiment. Auquel cas, rien ne vous interdit de faire une déconvolution classique et pour la réduction d'étoiles, de rester sur, le process Blur Exterminator. Si vous voyez que ça donne de meilleurs résultats qu'avec, la méthode manuelle, et de toute façon, c'est plus rapide à faire qu'avec la méthode manuelle. Donc, si vous achetez le process, bah, ça sert au moins de super réducteur d'étoiles, à défaut de pouvoir absolument optimiser tous les détails sur une image pour les images qui ne s'y prêtent pas. Mais ces images restent, encore une fois, minoritaires. Ça représentait environ, un cinquième des images que j'ai pu tester. Voilà, ça n'a pas apporté grand-chose. Sur les 4/5 restants, ça a été très bénéfique. Donc c'est pour ça que, moi, à titre personnel, je pense que je vais l'intégrer dans mon process de traitement, en lieu et place de la déconvolution et de la réduction d'étoiles. Après, au cas par cas, à voir si
sur une image donnée si ça fonctionne pas, encore une fois. Mais moi, je pense que je vais l'intégrer par défaut dans mon workflow de traitement. C'est pour ça que, si vous avez vu les 2 dernières vidéos qui sont sorties, c'était déconvolution et réduction d'étoiles. Il y aura une branche alternative avec Blur Exterminator et je ferai un petit tuto dédié sur la manière d'utiliser Blur Exterminator dans le process de traitement. Donc, est-ce que c'est efficace? Oui. Est-ce que c'est révolutionnaire? Chacun sera juge. Pour moi, c'est pas révolutionnaire, c'est juste que ça met à la portée du plus grand nombre des opérations qui, parfois, sont compliquées à mettre en place et peuvent être mal exécutées. Là, on réduit quand même considérablement le risque de créer des artefacts comme on peut le faire dans une opération de déconvolution quand on sait pas vraiment bien le faire ou quand on n'a pas ajusté finement les paramètres. Ça simplifie énormément cet aspect-là. Ça permet à tout le monde voilà, de gagner en détail sur ces images. Donc est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Moi, je suis encore sous la version d'essai, je ne l'ai pas encore acheté. Je pense qu'au terme de la version d'essai, je vais l'acheter. Parce que ce que j'ai vu là est convaincant, il y a quelques images sur lesquelles je me dis vraiment, ouais, j'ai envie de l'utiliser. Typiquement, une image comme la Galaxy ESO 350-40, j'ai qu'une envie, c'est de trouver le temps de la retraiter en utilisant Blur Exterminator, parce qu'il y a une vraie différence en termes de qualité avec ce que j'ai réussi à faire à l'époque avec la déconvolution. Et vraiment, sur ce type d'image, ça apporte énormément. Alors, est-ce que ça vaut le coup de mettre 100 € dans ce process ou pas? Bah, chacun sera juge. Est-ce que ça correspond à vos attentes? Est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que vous avez les moyens? Voilà, il faut mettre ça en comparaison avec le prix de son matériel. Il y a certains Astram qui ont pour 10 ou 15 ou 20 1000 € de matériel, mais qui vont rechigner à mettre 100 $ dans le logiciel. Donc, c'est leur choix, hein. Après, chacun est libre. Il faut mettre ça en rapport avec son matériel, il faut mettre ça en rapport avec la fréquence, avec le nombre d'images qu'on fait par an. C'est quelque chose qui se rentabilise sur la durée, en sachant que l'achat du logiciel vous permet d'avoir toutes les prochaines mises à jour gratuitement et sans limite de temps. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, vu les résultats qui sont produits, c'est cohérent en tout cas avec ce qui est annoncé, c'est efficace. Donc ça reste moins cher qu'un Topaz, en tout cas. Je rappelle encore une fois que de toute façon, vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 30 jours. Donc ça vaut le coup de le télécharger, de faire un essai avec, de voir ce que ça donne sur vos images. Et puis, un reproche que j'ai lu ou entendu pas mal aussi au cours de ces dernières semaines, c'est que ça allait relancer encore, comme l'avait fait Topaz, la mode des images surtraitées, des images voilà, détaillées à l'excès. Alors je pense avoir montré au contraire au début de cette vidéo la comparaison avec Topaz, qu'il n'y a pas de comparaison à faire en réalité avec Topaz. Topaz, c'est un process qui a fait énormément de mal, je pense, à l'astrophoto, qui a orienté les gens vraiment dans une direction qui n'est pas la bonne, qui est celle de l'accentuation des détails à outrance, peu importe que ça soit réel ou pas. Je pense que ce risque-là, il est écarté très largement, dans la mesure où, comme on l'a vu, Blur Exterminator, lui, c'est pas la même philosophie. C'est vraiment quelque chose qui est fait, qui est conçu pour l'astro, et qui ne crée pas de détails. Tous les détails, moi, que ça soit sur les Galaxies, que ça soit sur M51, sur NGC 1398, sur Réseau 350-40, ça m'a vraiment impressionné. Ça correspond vraiment à des détails réels. Donc il n'y a pas ce risque d'aller trop loin et de créer artificiellement des détails. Éventuellement, si vous poussez trop loin le curseur, vous allez créer des artefacts, vous allez créer des choses qui seront peut-être pas esthétiques, vous allez mélanger étoiles et objets non stellaires, mais en tout cas, vous n'allez pas créer d'infos. Après, les artefacts, ça peut finir, s'il y en a trop, par créer de la fausse information, mais vous voyez ce que je veux dire, on a vu les exemples là sur les images. Là où ça rejoint éventuellement ce qu'on a pu voir quelquefois avec Topaz, c'est si vous appliquez mal en fait le logiciel. Alors soit en poussant trop les curseurs, soit en poussant trop les curseurs et en appliquant un masque. C'est-à-dire que là, on a vu que le mieux c'est de l'appliquer sans masque, mais on a vu passer déjà certaines images où le process, on voit, a été appliqué à fond, peut-être avec plusieurs itérations successives sur certaines zones très précises de galaxies. Et puis, dès que vous sortez de ces zones-là où le process a été appliqué, eh ben, c'est tout flou. On a l'impression que, pareil, ça donne cette impression d'artificialité à l'image, on a l'impression que c'est un collage, que voilà, le fond de ciel a été fait avec une 60 mm et que les détails de la galaxie ont été faits avec un 300 mm. Il n'y a plus de cohérence. Pour ça, je vous renvoie aux 2 premières vidéos que j'avais fait en intro où j'en parlais. La première où je parlais pour moi, de ce que sont les bonnes qualités d'une astrophoto, c'est la cohérence, le rendu naturel.
Et l'utilisation de ces process, voilà, de manière harmonieuse sur l'image, et pas en les accentuant trop de manière localisée, ça contribue justement à cette sensation de cohérence. On a vu déjà que certains s'en éloignent, hein, avec Blur Exterminator. Donc Blur Exterminator, il présente pas les mêmes dangers que Topaz, mais dans son application, ça peut conduire certains vraiment à complètement surtraiter l'image et à proposer des images qui ont perdu tout côté naturel. Donc attention à ça, effectivement. Un reproche aussi que j'ai entendu quelques fois, c'est de dire que ce type de process allait niveler le niveau moyen des astrophotographes. C'est-à-dire qu'en réalité, il y aurait plus vraiment moyen de déterminer, qui traite correctement et qui sait traiter, qui ne sait pas traiter une image, parce qu'au final, ça revient à appuyer sur un bouton et à avoir une image qui est, magnifiée directement en sortie de traitement. Alors là encore, je suis pas vraiment d'accord avec ça. D'ailleurs, ça rejoint ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'on a déjà vu, là, c'est sorti depuis 2 ou 3 semaines ce process. Depuis 2 ou 3 semaines, on a vu une quantité énorme d'images qui sont sorties traitées avec l'utilisation de Blur Exterminator, des reprises aussi d'anciennes images. On a vu des très très belles choses, on a vu des choses pas très convaincantes et on a vu des choses horribles. Horribles, hein, j'ai pas peur de le dire. Ouais, en tout cas, moi, j'ai vu des choses vraiment horribles faites avec ce logiciel. Et ben, au final, on s'aperçoit que ça change pas grand-chose. C'est-à-dire que si vous savez bien traiter, ben, vous traiterez bien avec Blur Exterminator. Si vous savez pas bien traiter, vous traiterez pas bien avec Blur Exterminator. C'est pas un outil magique qui transforme la personne la plus mauvaise en traitement en l'équivalent de la meilleure personne en traitement. Voilà, c'est peut-être révolutionnaire, c'est très, très convaincant, c'est très avancé, c'est très performant, mais c'est pas magique. Voilà, ça ça c'est sûr. On a vu des choses vraiment horribles passer, et à côté de ça, vous avez, Ciel Austral, la team Ciel Austral aussi qui reprend aussi ces images et qui reprend, ces process de traitement avec Blur Exterminator. Et on a vu des choses absolument magnifiques sortir, faites par Ciel Austral, ou sur certaines images qui ont été faites il y a quelques mois et qui avaient été publiées il y a quelques mois, la reprise de traitement, avec l'augmentation des détails qui va avec, est vraiment spectaculaire et c'est très bien traité. Voilà. Donc, il y a des images qui continueront d'être très bien traitées avec Blur Exterminator et des images qui continueront d'être mal traitées avec Blur Exterminator. De toute façon, une image finale, elle dépend pas uniquement de ce process-là. Ça va dépendre de plein d'autres choses. Ça va dépendre de la montée d'histogramme, ça va dépendre de la calibration des couleurs, ça va dépendre de la gestion du bruit, ça va dépendre de la saturation, de la dynamique, du contraste, de plein de choses qui ne se feront pas comme par magie et qui ne seront pas plus faciles à faire avec Blur Exterminator. Donc non, ça va pas niveler le niveau des images, mais ça va permettre de tirer un petit peu tout le monde vers le haut, je pense, et ça c'est pas mal. Moi, je vois depuis les 10 dernières années, depuis vraiment l'époque où j'ai repris l'astrophoto en numérique, il y a énormément d'évolutions qui ont eu lieu. Énormément d'évolutions dans tous les domaines. C'est dans le matériel. Il y a 10 ans, si vous vouliez une excellente lunette astrographe, eh ben, vous aviez pas trop le choix, il fallait aller voir du côté de Tech ou de Takahashi. Aujourd'hui, vous avez des modèles beaucoup plus accessibles, alors qui sont pas équivalents optiquement à ces modèles un peu prestigieux, mais vous avez des choses qui font de très bons résultats chez Ascar ou chez TS Optics. Même chose pour les caméras, aujourd'hui on a des caméras qui sont beaucoup plus sensibles, qui sont capables de sortir des images beaucoup moins bruitées, avec beaucoup plus de signal, avec beaucoup moins de temps de pause qu'il y a 10 ans. Et voilà, donc les améliorations, elles se font au niveau matériel, elles se font au niveau des télescopes, des montures, des caméras, et elles se font aussi au niveau, des, logiciels de traitement. La qualité moyenne des images qui sortent aujourd'hui est bien supérieure à ce qui se faisait il y a 10 ans. Voilà, et dans 10 ans, ce sera pareil. Donc, voilà, ça partit parce que d'autres process comme ça seront sortis, parce qu'il y aura eu d'autres améliorations. En réalité, il y a certaines optiques, on peut plus réellement améliorer au niveau des instruments. Il y a les capteurs, ils ont déjà un niveau de bruit qui est quasiment à 0, et avec un rendement quantique qui est proche parfois des 90 ou des 100, on voit pas trop comment améliorer. Donc les améliorations qui viendront, elles pourront, peut-être venir principalement des logiciels de traitement et de la capacité à aller rechercher de l'information très fine, comme le propose aujourd'hui Blur Exterminator. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo de présentation et d'analyse du process vous aura intéressé, vous aura donné envie d'en savoir plus, de l'essayer sur vos propres images. Moi, je vous invite à le faire en tout cas. N'hésitez pas à indiquer en commentaire si vous
Partagez vos propres expériences avec ce logiciel si vous avez rencontré les mêmes, avantages ou inconvénients que moi, si vous avez des contre-exemples dans ce que je viens de présenter. Si vous n'êtes pas d'accord avec certains points, c'est intéressant aussi d'en discuter. Et moi, en tout cas, je vous donne, rendez-vous donc du coup, maintenant qu'on a présenté le process, pour la prochaine vidéo qui sera donc un tuto et qui sera, l'utilisation de Blur Exterminator en tout début de traitement de l'image linéaire. Voilà, à bientôt.